Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. C'est enfin le moment de se retrouver avec un petit peu de retard et on s'en excuse pour enregistrer avec l'ami Corentin ici présent. Ouais. Les réponses au fameux courrier des auditeurs et des auditrices spécial 3 ans, puisque effectivement, si vous ne le saviez pas, si vous aviez pris le train en route, cela fait maintenant 3 années, maintenant plus de 3 années même à l'heure où on enregistre cette émission, que nous enregistrons des podcasts sous label First Print. Ça va faire 10 ans par contre qu'on fait du podcast ensemble. Ce sera aussi une grosse bougie, une grosse bougie à souffler. Et ma foi, en tout cas sur la partie First Print, 3 ans que vous nous retrouvez de façon hebdomadaire, si ce n'est presque quotidienne, par moment en fonction de la productivité, mais surtout mais quand même de façon hebdomadaire, ça c'est certain. Et ma foi, 3 ans de First Print, 450 et quelques émissions. Je sens que l'amour dure 3 ans, vous allez sûrement tous nous quitter bientôt. D'ailleurs, on annonce la fin du podcast tout de suite là maintenant. On va remonter une nouvelle boîte, voilà. Tous les 3 ans on fera ça maintenant. Alors franchise, on va revendre First Print à Elon Musk. Du coup non. Non, rien de tout cela. Non, même pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions. Puisque on avait fait une petite annonce, okay. On avait fait aussi des posts sur les réseaux sociaux, on a dit voilà, ça fait 3 ans. En attendant d'avoir ce projet de vraiment faire du live avec la communauté dont on vous parle depuis 3 ans aussi déjà, c'est la preuve que l'adage tout vient à point qui sait attendre est vrai. Et d'ailleurs, la patience, c'est bien. Mais en attendant d'avoir ce genre de rendez-vous plus en direct avec la communauté, on a toujours ces Q&A qu'on enregistre à intervalles réguliers pour notre anniversaire. C'est l'occasion à chaque fois pour les auditeurs et les auditrices de poser de multiples questions, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur les comics, que ce soit sur la fleur préférée de Corentin, parce que il est très très amateur de ce genre de choses. Les orchidées. Les orchidées, voilà. Bon. Ça, c'est réponse de normie normale, quoi. Ouais, c'est joli, mais c'est vraiment la fleur basique, quoi. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, elle sécrète moins de pollen que d'autres fleurs. Et étant allergique naturellement au pollen, je préfère les orchidées qui ne m'empoisonnent pas autant que les roses ou tout genre de conneries. Voilà, donc si vous voulez... Ça pique. Si vous voulez empoisonner Corentin, offrez-lui des roses. Tout simplement. Imagine, c'est super romantique ce que tu viens de dire. Tu m'offres jamais de roses, Arnaud, d'ailleurs. C'est vrai. Ça, c'est une question. D'ailleurs, c'est la première question. Pourquoi t'as jamais offert de roses à Corentin? Alors, j'aimerais bien une réponse. C'est qui pose la question? Ah, c'est Corentin Olivier, je pense. Sûrement un nouveau. Sûrement un nouvel. Bref, blague à part. Donc, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser des questions. Que ce soit alors sur nos différents réseaux sociaux, sur la page Tipeee du podcast, également sur notre site, puisqu'on a un espace commentaire hyper accessible là-dessus. Donc, comme l'année dernière aussi, vu que vous avez été très nombreux et qu'on va certainement prendre le temps de vous répondre à toutes et tous, le podcast sera enregistré en 2 parties. Une première partie consacrée à toutes les questions qu'on a récupérées en dehors du site, et la seconde partie qui arrivera, je vous rassure, pas dans 2 semaines, mais tout bientôt aussi, parce que en termes d'enregistrement, on va le faire à la suite. Mais ça, vous ne le saurez pas du point de vue de l'auditeur qui regarde la mise en ligne des podcasts. Mais voilà, ça va arriver très rapidement, et donc on va commencer avec, la deuxième partie sera avec toutes les questions qui étaient réunies sur notre site internet firstprint.fr. L'occasion aussi, puisqu'on fait ce Q&A avec la communauté, de simplement remercier la communauté en tant que telle. Vous là qui nous écoutez, merci, merci de nous écouter, d'avoir posé ces questions, de nous soutenir avec vos partages, en commentant, en participant. N'hésitez pas à continuer de le faire. L'important c'est surtout ça, parce que sinon il y a l'inertie qui arrive, la terrible inertie qui est un peu le pire ennemi de toute entreprise médiatique ou de podcast. Donc vous pouvez continuer de partager tout ça. On a également notre page Tipeee sans laquelle en fait on pourrait pas continuer cette aventure. Donc merci à toutes celles et ceux qui donnent en plus de la force un peu d'argent, puisque ça reste aussi quand même quelque chose d'important. Ceci étant dit, Corentin, on va pouvoir commencer. J'attends. On va commencer les questions. Je t'écoute là et tout. Et on a une première question de Renaud que l'on salue, parce que je crois qu'on le connaît bien celui-là IRL. Il y a des gens, d'ailleurs il y a plus de gens en fait dont les pseudos maintenant sont associés à des vrais visages et tout ça. C'est aussi la preuve. Enfin, c'est cool, voilà, aussi d'avoir pu rencontrer maintenant au fil de nos déplacements et avec la première soirée First Print, d'avoir pu mettre des visages sur vos noms et vos pseudos. Donc, Renaud, qui nous dit... Deux secondes. Alors, si vous êtes sur Paris, vous pouvez googler l'oublié du cimetière de Greenwood, si ça vous intéresse de voir une petite pièce produite par une troupe amatrice
De passionnés, de gens talentueux, voilà, plan copinage, n'hésitez pas. Mais elle est encore elle joue encore. Je crois que ça joue encore, ouais. Bah, de toute façon, ça dure des années, hein, les pièces comme ça, il faut la roder et tout. Mais googlez, ou allez sur Twitter. Puisque Renaud est scénariste, donc, et comédien. Dramaturge. Comédien, dramaturge, musicien, il est beau aussi, il a plein de talent, c'est un pote. Voilà. Et donc, il nous dit, wesh, les BG, surtout, entre parenthèses, surtout Arnaud, qui est vraiment un méga BG, alors que Corentin, c'est un BG normie. Ouais, c'est clairement. Clairement, j'ai un pull de Noël, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai absolument pas de questions intelligentes à vous poser cette fois-ci, donc voilà ce que je vous propose. À votre avis, quels sont, c'est une question à la con, hein, on vous prévient, on commence vraiment par le trivia, enfin, par le truc très trivial, machin. Quelles sont les bières, cocktails, alcool de prédilection des personnages suivants? Avec la liste de personnages. Donc, à ton avis, Corentin, quel est l'alcool de prédilection? C'est moi qui dois répondre. Non, mais on va en discuter. Corentin, toi, tu picoles, non? Bah, déjà, oui. Déjà, toi, tu es plus alcoolique que moi. En fait, j'ai vu passer la question, mais j'ai pensé à y réfléchir et j'ai pas trouvé de très bonne réponse, donc allons-y. Diana Prince, Wonder Woman. Diana Prince. Bah, déjà, Diana est grecque, donc mécaniquement, elle doit boire du ouzo, qui est une sorte d'anis grec. Quant à savoir si ça se marie bien en cocktail en dehors du fameux pastis grec, bah j'imagine. Je connais juste un truc qui est grec, c'est le Greek Revolution. Greek Revolution, pardon, qui est un shooter assez sucré avec du ouzo. Donc n'hésitez pas à demander un Greek Revolution dans les bars de chez vous et vous boirez comme Diana Prince. Voilà, donc il est vraiment alcoolique. Hein. Ça, on vous avez prévenu. Petit message aussi que les gens boivent que de la bière dans les bars, alors qu'il y a des gens qui font des expériences. Oui, mais il dit à votre avis quelles sont les bières, cocktails, alcool. Donc vraiment, tu peux y aller surtout quoi. Mais effectivement, par rapport aux racines grecques de Diana Prince, qui est la fille de Zeus dans quand même pas mal de versions du mythe, eh bien, c'est bien trouvé. Clark, sinon j'imagine du pinard, parce qu'ils ont beaucoup de vin, les Grecs, ou de l'ambroisie. Il paraît que les dieux grecs boivent de l'ambroisie. Je sais pas ce que c'est, mais il paraît que c'est pas mal. Clark Kent. Alors Clark Kent, voilà. Ça c'est compliqué parce qu'il vient de Krypton, alors tu vas pas faire ce Krypton. Oui, le Krypton Revolution. Mais en fait, Clark Kent, en plus, bon, déjà d'une part, l'alcool n'a pas d'effet sur Superman. Je pense qu'il boit pas de toute façon. Voilà. Et en plus, il vient du Kansas, qui est fameusement l'État qui a interdit le plus longtemps la vente d'alcool. Parce que, en fait, après, pour ceux qui savent pas, après la prohibition aux États-Unis, donc où ils ont interdit l'alcool au niveau fédéral, ils ont laissé le choix aux États ensuite de légaliser ou pas légaliser, un peu comme l'avortement aujourd'hui. Et en fait, le Kansas a laissé le droit au comté, donc au département des différents coins du Kansas, le droit de valider ou pas l'alcool. Et c'est un des pays, enfin des États des États-Unis où en fait ça a été le plus longtemps interdit. Donc à mon avis, en plus c'était interdit quand Clark Kent est arrivé dans les comics. Donc à mon avis, il picole pas quoi. Je pense que c'est un mormon, Clark Kent, et lisez The Nail et vous saurez la vraie identité de Clark. Moi j'avais une autre réponse à apporter, sinon c'était que effectivement moi je pensais que effectivement c'est quelqu'un qui se connaît pas en alcool, clairement, par rapport à ses valeurs, par rapport au fait que ça lui fait rien. Et par contre, il aime bien se faire un petit kiff, tu vois, s'il se prend un petit Jet 27, parce que ça lui rappelle la kryptonite, tu Exactement. vois. Comme Ultraman dans petit Jet 27 avec des glaçons comme ça, là. Et glaçons verts, du coup. Voilà. Glaçons verts, du coup. Ouais. Voilà. Tu vois, dans Forever Evil, quand Ultraman, il pète de la kryptonite pour la sniffer comme si c'était de la coke. Oui. Je pense que Superman rêve de faire ça, mais ça marche pas sur lui. Bah non. Ensuite, Selina Kyle. Bah, Selina Kyle, on le sait, grâce à la série animée, elle boit du champagne. Alors, qu'est-ce qu'elle boirait? Probablement des grands crus classés, du Dom Pérignon par exemple, peut-être du blanc de blanc aussi, qui est une très bonne bouteille. Si ça vous intéresse, ça coûte 100 balles, c'est très bien. Parce que faut pas non plus déconner, elle vient dans la rue aussi, hein, donc même si elle a des goûts de luxe, elle peut toujours mais elle vole. Oui, mais elle vole. C'est vrai. Donc je pense qu'elle a aucun problème si elle veut se faire un Dom Pérignon de je sais pas quel cru. Ou un moët chandon classé aussi, ou alors des grands vins, je sais pas, le cheval blanc par exemple, ce genre de choses. Des trucs un peu coûteux. Voilà, cherchez sur Google. Il a bien préparé. Kitty Pryde, qu'est-ce qu'elle boit, Kitty Pryde? Kitty Pryde, je connais pas assez le personnage de Kitty Pryde pour avoir une réponse à cette question. Moi, le peu que je connais d'elle, c'est ses années lycée, entre guillemets, chez Xavier, donc j'imagine comme toutes les ados, elle doit boire. Je pense qu'elle boit du panaché. La manzana et du choix fébrique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors c'est quoi? C'est vraiment, c'est la liste de tous les alcools horribles que tu prends quand t'es ado parce que ça coûte pas cher. Le Jet 27. Ouais, mais pour le coup, c'était plus pour Clark Kent parce qu'il y connaît rien de toute façon. Mais c'est vrai que du côté de Kitty Pryde, t'auras manzana, t'as pissenbon, t'as le truc le truc le so. Le passoa aussi. Donc so, c'est au litchi, passoa, c'est fruit de la passion. Et tout ça, ça a la même caractéristique, c'est que c'est fondamentalement dégueulasse. Mais que, quand on boit à dos, c'est pas trop rêche. Et ça te casse rapidement, quoi. Parce que après, c'est assez alcoolisé. Pour aussi dire, je sais beaucoup les ados boivent des spritz. Non. Ah, si. Bah, je te jure. Non, mais ça m'a choqué personnellement. Mais non, mais moi, je bois ça de ouf. Bah oui, c'est ce que je dis, les ados boivent des spritz. Ils aiment aussi Maître Gims et l'enfoiré.
Ah oui, bah c'est vrai, en fait. Voilà, t'es un ado. Exactement. Ok. Très bien. D'ailleurs, c'est en dit long sur ta garde-robe. Matt Murdock. Alors, Matt Murdock est irlandais. Oui. Donc, naturellement, il doit boire du whisky. Oui. Les whiskies irlandais qui sont pas mal, je crois que le Tullamore est irlandais. Il y a le Kilkenny. Lui, j'imagine qu'il doit boire, si je sais, voilà, j'ai noté la réponse, il doit boire du Redbreast, qui est un alcool irlandais, et Redbreast, du coup, ça veut dire poitrine rouge, en référence au rouge-gorge. Et comme il porte du rouge et qu'il a son logo sur la poitrine, qui est rouge, Matt Murdock boit du Redbreast. Ouais. Très bien. Vous apprenez plein de choses dans ce podcast. Mais moi-même, en fait, parce que je faisais la bug sur le fait que de toute façon, c'était toi qui allais répondre parce que t'étais alcoolo, et puis, en fait, je m'aperçois que alcoolo. Il va falloir qu'on en discute après ce podcast. Non, attends, mais blague à part, juste, ma daronne et mon beau-père, en fait, sont de grands amateurs de bonnes boissons. Ma mère, elle a des collections entières de cognac classé et tout, et mon beau-père est brasseur aussi. Donc j'ai été élevé dans une famille où alcoolique. On cultive en fait le goût de la bonne bouteille. Donc voilà, c'est pour ça que je connais un peu des trucs là-dedans, mais ne me jugez pas s'il vous plaît, mon rythme de vie est ça un premier. Effectivement que moi, mon père voulait pas qu'on boive d'alcool avant nos 18 ans, donc c'était forcément une autre philosophie. Et pourtant, le gâteau d'anniversaire, il a un gâteau spécial d'anniversaire qui consiste à faire dans la recette à faire tremper des petits beurres dans du rhum. Et après, il s'étonne que moi, j'ai développé un goût pour le rhum très tôt, puisque en fait, on avait ce gâteau-là depuis tout jeune. Mais sinon, c'est vrai que ma première bière, purée, je crois que c'était... Ceci dit, moi, c'est pareil, hein, j'ai pas pris de cuite avant d'avoir 18 ans. Ah non, par contre, la cuite, j'ai pris avant, mais c'est marrant parce que j'ai pris des cuites. Non, parce que la bière, j'aimais pas ça. J'avais goûté, j'aimais vraiment pas. Et du coup, j'ai pris des cuites, voilà, quand j'étais ado, vraiment aux alcools qu'on a cités avant de découvrir un petit peu le bienfait rafraîchissant de la bière. Mais, Swamp Thing, qu'est-ce qu'il boit, Swamp Thing? De l'eau. Parce que c'est une plante. Voilà. J'ai pas d'autre réponse à t'apporter. Un petit cocktail végétal à base de fleurs, tu vois. Ce serait un peu du cannibalisme, mécaniquement. Non, moi je pense que Swamp Thing a juste besoin d'eau et de lumière et d'air pour vivre. C'est une plante, c'est le principe. Mais il y a des alcools qui sont naturellement produits, donc c'est pas, enfin, l'alcool en tant que tel, c'est pas forcément un produit végétal. Ah, tu veux dire du vin organique, je vais aller comme ça? Bah pourquoi pas, mais de toute façon ça reste des... Parce que ça irait avec le message écolo du truc, mais ça reste une plante, tu vois. Tu mets pas ton vin dans ton pot de terre pour la nourrir. Enfin, je sais pas, c'est curieux. Et si on garde la version... Ouais, j'ai mis du whisky 55. Et si on reste prêt à l'amour et qu'on est sur le principe que c'est Alec Holland et que c'est un être humain? C'est une bonne question. Bah là, pour le coup, oui, ce serait plus des alcools bio, des bières de brasseurs sans gluten, des trucs un peu de ces genre bien respectueux de l'environnement, de la santé, etc. Parce que ça reste un biologiste à la base. Remarque, je ne connais pas de biologiste. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes biologiste et que vous vous défoncez la gueule avec des trucs bien sales. Mais j'imagine qu'un écolo serait contre tout ce qui est mauvais pour la nature. Donc probablement des trucs micro-produits. La bière, que des micro-brasseries en fait. Ouais, respectueuse de l'environnement. C'est ça. Et la dernière, c'est le Batman Kiri. Qu'est-ce qu'il boit? Le Batman Kiri, et par définition, c'est une parodie de lui-même. Enfin, c'est une parodie de tout. Donc, je pense que lui, il boit justement pareil de la manzana et du Schweppes Agrumes pour faire chier en mode genre, t'as vu Batman, toi tu buvais des super alcools et tout, martini, etc. Moi, je bois que de la merde parce que je suis le contraire de toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la version cursed de Batman et de Bruce Wayne aussi, qui n'a donc aucun goût. Voilà. En fait, en plus, le Joker étant lui-même probablement un mec fan d'alcool sucré. Tu vois, ça irait bien les trucs pour ados qui sont dégueulasses. De nouveau. Mais il faudrait un truc vraiment dégueu parce que faut pas oublier, parce que le Batman, 52. mais parce que même si c'est une version Dark Multiverse et inversée de Batman, c'est aussi fondamentalement un personnage de merde. Ouais. Donc il a forcément des goûts horriblement nuls. Tu vois, genre un truc que seuls les gens en fait, j'ai trop peur de le dire. Ouais, j'ai envie de faire ce que je veux dire, il boit du Ricard, tu vois. Ce que je trouve ça on a déjà dit, on boit un peu du Ricard aussi. Donc, Non, ouais, mais c'est vrai que je suis pas non plus très fan de Zach Alanis et le Ricard, particulièrement. J'ai horreur de ça. Non, moi, j'aurais envie de dire qu'il boit du rosé parce que j'ai horreur de ça, mais là, parce que le rosé, tu sais, le rosé pamplemousse, là. Le rosé pamplemousse à 4 €, là. Le truc vraiment trop. Je suis avec son petit verre à la main, genre, succulent, tu vois. C'est ça. Les mecs qui font des gros doigts, genre, non, touche pas à cette merde. C'est ça, voilà. Non, a priori, sinon il boit de l'absinthe parce qu'il y a que ça qui peut dans son cerveau. C'est vrai.
Bon, voilà, donc ça c'est la première question stupide. Et voilà. Renaud écoute venir, hein. Ça fait un quart d'heure le podcast. Tu m'étonnes qu'on va devoir le faire en 2 parties. Il y avait une autre question stupide. Vous êtes respectivement placés comme scénariste sur Batman, Arnaud, et sur Spider-Man, Corentin. Comment faites-vous pour énerver les fans encore plus qu'ils ne le sont maintenant envers les scénaristes, que ce soit légitime ou non? Quelles seraient vos pires idées? Bah alors cette question, moi en fait si tu veux, si Renaud l'avait posée il y a genre 6 mois, j'aurais dit donner des pouvoirs à Mary Jane, parce que je trouve que c'est l'idée la plus stupide de la Terre. En l'occurrence, c'est en train d'arriver. Et donc maintenant il faudra trouver the next best thing, qui serait donner des pouvoirs à Tante May ou à Jonah Jameson, genre en fait faire de Jonah Jameson un Spider-Man qui se détesterait, mais en fait ça pourrait être intéressant parce que du coup ça serait une inversion de son caractère typique. Et en fait il y a beaucoup de choses, tu vois, pareil j'aurais dit aussi ramener le supérieur à Spider-Man pour refaire le même arc de 30 numéros, mais ils sont en train de le faire. Donc, voilà, créer un sidekick du néant façon Sentry. En fait, je pense que les mauvaises idées ont déjà eu lieu. Donc, si je devais vraiment trouver un truc qui énerverait les fans, déjà, j'attends de voir vraiment qui va être le Ultimate Spider-Man de Hickman, parce que ça, à mon avis, ça va être un point de friction pour beaucoup de gens. Parce que déjà, il sera pas tout jeune et le côté Peter B. Parker. Ouais. Mais sinon, ouais, non, peut-être que je dirais que c'est un X-Men, par exemple, tu vois. Moi, ça m'énerverait, par exemple, ça, tu vois. Ça aurait tendance à m'énerver. Genre parce que, je sais pas, Kevin Feige aurait décidé que ce sera un X-Men ou quoi. Ou alors, je canonise le Peter Parker de Tom Holland du MCU et je dis qu'il remplace Peter Parker 616. Et je regarde comment les gens réagissent. Et après, je fous le feu à mon bureau et je me casse au Mexique. Ouais, c'est pas mal. Bonne idée. Après, j'ai rien de, tu vois, sinon, il y a des idées qui seraient plus énervantes, mais qui seraient aussi. Il y a sûrement des idées, parce que moi, j'ai des mauvaises idées, il y en a plein. Oui. Techniquement. Par exemple, si en fait, au lieu de 3 Jokers, il y en avait 6. Eh oui. Geoff Jones, si tu nous entends, il va te piquer l'idée, hein, tu fais gaffe. J'aurais aussi. Sur Batman, il peut juste tuer, hein, sinon. Ouais, mais ça déjà été fait, techniquement. Tu cherches, Arnaud. Il fallait qu'on prépare les questions, je crois, alors. Ouais, non, mais j'ai peut-être moins préparé. Non, parce que j'ai une idée à la con, tu vois. C'est que, au lieu d'être transporté dans le temps, Bruce Wayne se fait de nouveau toucher par un rayon Oméga ou je sais pas quoi, tu vois, mais au lieu d'être déplacé dans le temps, en fait, c'est juste qu'il rajeunit. Et du coup, syndrome détective Conan est un Bruce Wayne enfant Batman, tu vois, mais du coup, qui a 8 ans et qui essaie de toujours être Batman. Ça a l'air super. Mais non, c'est nul. Je suis trop chaud, mec. Mais non, ça ferait un manga de folie. C'est trop bien, Détective Conan, en plus, il paraît. C'est long. Ceci dit, tu sais que Geoff Jones a aussi eu cette idée-là avec Superman à la fin de Doomsday Clock, donc. Ah ouais, non, mais c'est ça. En fait, toutes tes mauvaises idées sont associées à Geoff Jones. Ça en dit long, je pense. Peut-être. L'état de sa carrière. En Batman, après, je sais pas trop quelle serait la mauvaise idée. Peut-être imagine. Tu dis, Batman, il est plus là. Tu donnes un costume robot à Jim Gordon. non, il fera jamais ça. C'est trop con comme idée. Un costume de lapin, tu sais, une armure de lapin comme ça. À Jim Gordon qui aurait une Iroquoise. Une Iroquoise comme ça. Ouais. Non, ça se fera jamais. Non, c'est pas possible. Il serait pas assez con. Non, il serait pas assez con de faire ça. Non, mais après, c'est vrai que par contre, vraiment, pour énerver effectivement les fans, c'est que, tu fais mais ça a déjà été fait avec les Dark Knights, quoi, de faire un Bat Punisher, vraiment un mec qui vraiment tue, oui, tout ça. Comment il s'appelait ce Batman qui était intéressant d'ailleurs? C'était, c'est avec Batman qui rit. Ouais. Batman qui kill, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était Jock qui l'avait imaginé. C'était un bon numéro. Non, c'était Eduardo Risso qui avait fait le numéro, je crois. Oui, mais c'était Jock c'était dans la série de Jock qu'il intervenait ensuite, quoi. Après, moi, j'avoue, je suis pas très fort pour trouver les mauvaises idées parce qu'en fait, je m'énerve déjà quotidiennement contre les majors et j'espère toujours ne plus m'énerver ensuite. Et chaque fois, ils arrivent à me surprendre, ce qui veut bien dire que j'ai pas une si grande imagination pour la. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est que Batman, je pense pas qu'il y ait forcément de très mauvaises idées à faire sur le personnage, à part à vouloir complètement dénaturer son truc, tu vois. Mais il est passé entre tellement de mains et tellement de gens ont amené des trucs au mythe. En fait, tu te dis que y a pas vraiment de mauvaises idées avec Batman. Tout est intéressant si ça vient enrichir le bordel. Ouais, enfin, mais c'est juste que par contre, si tu veux exécuter, si je voulais énerver les fans, je ferais en gros ce qu'ont fait les auteurs sur les 3 dernières années, c'est-à-dire du blockbuster bourrin, facile. Avec un Uber Batman qui fait des trucs où ça n'a pas grand sens, où on rajoute des nouveaux personnages qui n'ont pas de grand intérêt, qui sont juste en fait des chara design à qui on appose quelques lignes de dialogue, et voilà. Enfin, je ferais ce qu'a fait James Tynion fort, quoi, tu vois. Je ferais passablement, vraiment très mal. Là Zdarsky, je suis le cul entre 2 chaises, clairement, parce que il a un versant où il est en train de faire clairement un bad burnout. Il essaie de ça.
Et à côté, il y a d'autres idées plus multivers, des trucs comme ça qui étaient beaucoup moins réussis, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que déjà cette phrase-là aurait beaucoup plus de sens dans un Back Issues, mais qui veut pas faire en fait ce qu'il a refait sur Daredevil. Il y a une question sur Batman de Zdarsky, donc brûle pas toutes tes cartouches, on a vu. Très bien. Eh bien, je passe juste pour dire, moi, une mauvaise idée pour Batman, c'est les Robins, en fait. Voilà. Énervez-vous dans les commentaires. Ah ouais, purée. Un 6e, non, mais un 7e Robin. Il y a juste Damian qui est bien. Ah, tu lui fais un 2e fils caché. The Signal, ça c'était une idée. Non, mais 8. De merde. Bah ça, c'est nul, mais tu fais un autre fils caché. Un autre fils caché. Grave, de ouf. Et qui serait anti-Batman. Ouais. Tu vois. Genre en mode, ouais, Batman, il est méchant, il tape les pauvres et tout, tu vois. Enfin, un vrai petit con, quoi. Ouais. Dégueulasse. Allez, Corentin, c'est Canonge qui nous écrit également, qui nous écoute depuis 2 ans bientôt. Et donc, bienvenue, parce que lui, ça veut dire que c'est un nouveau venu, techniquement. Alors, il dit que c'était un nouveau venu il y a 2 ans, du coup. Ouais, mais je veux dire qu'il est plus neuf que par rapport à ceux parce qu'il y en a qui nous suivent depuis DC Planète aussi. Bien sûr, donc, tu as raison. Voilà. Effectivement. Dans la sphère de notre auditoire, il fait pas partie des OG, comme on dit. C'est plutôt un nouveau venu. Et donc, on l'en remercie, clairement, d'être resté depuis ses débuts il y a 2 ans. Il dit, Corentin, ta profondeur et ta connaissance des comics, ça file des complexes. J'aimerais simplement vous écouter et vous compléter, ce qui permet d'avoir une forme d'équilibre. Non, j'aime simplement vous écouter et que vous complétiez, ce qui permet d'avoir une forme d'équilibre. Alors, c'est lui qui a écrit Corentin avec un H. Exactement. Attention, Canonge. Attention. Corentin, où trouves-tu le temps de lire toutes ces BD? Où trouvais-je le temps de lire toutes ces BD? J'ai un travail Sachant que tu as un autre boulot à côté. Oui, mais mon travail me permet de lire parce que je fais de la projection en cinéma numérique, ce qui signifie qu'une fois que j'ai lancé le film, alors généralement j'ai un bon milliard de choses à faire dans la journée. En fait, mon travail se résume pas, comme pour beaucoup de gens, à être devant un bureau, taper sur un clavier. Il y a une partie qui correspond à ça, mais généralement, en fait, il y a une liste de choses à faire pour la semaine, en fonction des séances qui vont être faites, qui vont être répondre à des mails, caler des rendez-vous techniques, commander du matériel, installer du matériel, etc., etc., convertir des fichiers, recevoir les fichiers, etc., etc. Et en fait, beaucoup de mes tâches se résument à lancer des actions qui vont prendre un certain temps à être faites. Par exemple, si je reçois un film d'une galerie d'art, par exemple, qui veut projeter un film devant ses équipes, je reçois le fichier, il va prendre une demi-heure à télécharger parce qu'il va peser 20-30 gigas. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de lire un numéro. Ensuite, je vais mettre le fichier sur une clé USB, ça va prendre 10 minutes. Voilà, je vais encore lire un numéro. Après, je mets la clé USB, je convertis le fichier dans le format cinéma, etc. Donc, et c'est pareil pour les films eux-mêmes. Des fois, j'ai rien à faire à part lire ou faire des news. C'est aussi pour ça que je peux faire des news sur mon lieu de travail. Ne le dites pas à mon patron. Et que du coup, voilà, j'ai le temps de lire parce que j'ai une activité qui, contrairement à beaucoup de gens, ne me demande pas d'être les yeux rivés sur une caisse ou sur une machine ou sur un forklift ou ce genre de choses, tu vois. Donc effectivement, j'ai de la chance de ce point de vue-là. Après, ça signifie aussi que je fasse ma vie à côté d'une grosse machine qui fait dans le noir sous terre, sans collègue avec qui parler pendant 24 heures d'affilée. Donc voilà, et que je finis en décalé et que je vois ma chérie une fois par semaine. Mais mais donc effectivement, j'ai pas mal de temps de lire et j'en suis plutôt content parce que j'aime bien ça. Ensuite, vous devrez créer le même format pour les mangas avec un autre Corentin bis. Après, il y a déjà beaucoup. Après, il y a Corentin Kuhn. Ouais, le truc, c'est qu'après, il y a déjà pas mal de podcasts manga, d'émissions sur le manga. Je suis pas sûr. Enfin, de mon côté, je sais qu'on m'en a déjà parlé, mais d'une part, j'ai pas du tout la connaissance. La connaissance, elle s'acquiert. Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, c'est déjà, à mon sens, un truc sursaturé. Et donc, j'ai pas trop. De toute façon, on n'a pas le temps, hein, clairement. Oui, c'est ça. Et puis, accessoirement, je pense qu'on n'aurait pas en fait ce qu'il faut pour. En fait, il y a pas d'intérêt à faire ce qu'on fait pour First Print, qui est d'essayer d'intéresser les gens aux comics, puisque les gens s'intéressent déjà au manga. Du coup, moi, je sentirais pas particulièrement utile. Oui, je pourrais peut-être analyser des mangas parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire sur la narration, la séquentialité, la culture, etc. Mais bon, je lis des mangas parfois. J'admets personnellement que j'aime bien les couleurs et j'aime bien les grandes pages. Donc mécaniquement, j'ai tendance plutôt à préférer les comics. Enfin, pas à préférer les comics, ça ne se joue pas comme ça. Mais non, voilà. Enfin, je pense pas qu'il y ait un intérêt personnellement. Ouais. Bah, surtout qu'en plus le manga est encore, enfin, si on se base sur les chiffres du début de l'année, c'était toujours plus de 50% des BD prises. Enfin, c'est pas non plus
d'un point de vue médiatique, si tu veux, il y a déjà assez de gens qui en parlent. C'est-à-dire que si on prenait du temps pour aller sur les mangas, alors que nous, on essaie quand même toujours de faire vivre une culture plus de niche et qui a besoin, on a, à notre humble avis, en fait, de gens pour en parler. C'est-à-dire que si on arrêtait de faire des comics juste pour du manga, alors c'est pas pour dire que personne d'autre ne parle de comics, au contraire, bien entendu, mais du coup, c'est juste qu'on contribuerait à délaisser encore plus une culture qui nous importe et qu'on a envie de défendre. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des passerelles. Genre là, je sais que pour la sortie de Lone Watch Cup tome 11, où j'ai eu la chance de signer une postface, je voulais faire un papier qui revenait un peu, qui en fait était la version longue de ma postface. J'ai demandé la date de sortie à l'éditeur qui a oublié de me répondre, et du coup c'est passé entre les mailles du truc. Le projet par exemple est toujours intéressant. Il y a aussi des tonnes de papiers qu'on pourrait faire justement sur l'influence du manga sur les comics et inversement, parce qu'on voit que cette influence-là est grandissante du sens orient. Oui, et puis moi je fais toujours les petites actus quand Kiyun ramène des auteurs, des artistes américains pour faire les couvertures de My Hero Academia. Il y a des mangas super-héros édités par DC et Marvel au Japon qui arrivent aussi en France. Vous avez vu quand on a fait pareil le podcast avec Sigrist et Fadiga sur Joma Durera, qu'on a parlé justement de l'influence des jeux vidéo japonais sur l'imaginaire de Joma et les comics de cette période. Voilà, on n'est pas hostile à l'imaginaire, mais ce qui compte pour nous, c'est d'abord l'input comics, et l'input comics, de ce point de vue-là, c'est la plus-value que nous on apporte. Parce que l'input manga, je pense que vous avez effectivement des tonnes de gens qui font ça depuis 10, 15 ans, que ce soit dans les magazines, dans les essais analytiques, les vidéos YouTube, les TikTok, les machins. Voilà, tout le monde parle de manga, on n'a pas besoin de nous en plus. Ensuite, il nous dit, avec vos connexions avec Urban, je pense qu'il est possible de décrocher cette interview avec Dieu Moore. Ça ne dépend pas d'Urban, hein. Ça dépend de Moore. Ça dépend surtout de Moore, ce qu'on avait vu dans le papier de Hubert Exika, j'arrive jamais à prononcer le nom de ce média, que en fait c'est même en passant par l'agent de Moore par rapport à la traduction de son dernier bouquin chez Brajon. D'ailleurs, j'ai aussi des contacts. Enfin, techniquement, les contacts avec Moore, c'est vraiment pas un souci. J'ai aussi des contacts avec plusieurs artistes qui le connaissent personnellement et qui m'ont tous dit, si tu veux, on peut essayer, quoi. Après, voilà, le problème, c'est plus Moore, sa disponibilité, la façon d'interagir avec lui. Et comme la question qui vient, c'est, je pense qu'il faudrait pas lui parler de BD, c'est, avez-vous imaginé cet entretien? Donc oui, moi j'ai déjà imaginé. Et effectivement, il y aurait absolument zéro question sur les comics en tant que tel, puisque tout a déjà été dit, tout a déjà été demandé, il y a rien de plus à apporter, alors que Moore, ce qui est bien, c'est que sa carrière s'est pas arrêtée en 86 après Watchmen ou même après dans les années 2000 après ABC et tout ça. C'est qu'en fait il continue, il a fait un film, il écrit un bouquin, enfin il écrit un recueil de nouvelles, il a fait du magazine, il a fait la mise en scène pour le théâtre, il a même travaillé sur des projets burlesques, enfin il a touché à tout, hein. En fait il fait plein de musique à une époque. Ouais, et puis il fait encore plein de trucs actuellement, donc effectivement s'il y avait un entretien, ce serait plus de la façon un petit peu j'allais dire de ce qui a été justement de ce que l'autre média a publié récemment, mais même ça, au final, j'ai l'impression que c'était quand même des questions qui ont déjà été posées, parce que si c'est pour entendre dire Alan Moore de nouveau que la pop culture ça s'est effondré, que maintenant en fait c'est un truc proto-fascisant et que on devient tous teubés, en fait j'ai quand même l'impression qu'on a déjà lu cette interview 10-15 fois. Donc moi la façon dont je l'imaginerais, par contre, ce serait juste j'irai lire son dernier recueil de nouvelles, je prends 2 mois de congé pour lire Jérusalem de A à Z, et puis après on se fait un gros porn de discussion là-dessus, tu vois. Mais c'est comme ça que je l'envisagerais, quoi. Moi j'ai pas envie de l'interviewer. Mais toi, ouais, c'est aussi simple que ça. Ouais. Je veux qu'il reste dans mon panthéon, tu vois. T'as sûrement des prêtres qui sont très croyants, qui n'ont pas forcément envie de parler directement à Dieu. Voilà, moi c'est un peu le dieu des scénaristes, donc ouais. Voilà, en tant que fanboy, je préfère le laisser dans un coin de ma tête, comme Frank Miller quelque part. Je sais que ça pourrait. Je sais que je serais séduit si je devais interviewer Frank Miller, évidemment, parce que c'est Frank Miller et que je sais très bien ce qu'il va me dire, et je sais très bien qu'il va être intelligent et passionnant, parce qu'il a un regard beaucoup plus futé que ce que les gens, l'image que les gens ont de lui. Mais dans le même temps, j'ai pas forcément envie de parler à Frank Miller. Je préfère relire une interview conduite par un autre mec qui n'a pas justement l'implication personnelle de devoir se dire, j'espère que je vais pas gâcher mon temps avec lui, après je vais regretter de pas avoir posé telle question, etc. Enfin, c'est aussi bête que ça. Moi, personnellement, il y a des icônes, je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Mac Mignola, ça m'intéresserait, par exemple, c'est une icône personnelle, mais là, pour le coup, je l'ai pas, j'ai pas assez découvert le lui qui m'intéresse en interview, alors que les interviews de Moore et de Miller, il y en a des pelletés. Comme tu dis, je pense que j'en sais suffisamment. Moi, j'ai pas besoin. Même Illuminations, je l'ai pas encore lu, tu vois. Parce que je pense qu'il est meilleur en comics qu'en prose, en fait. Et ça, c'est un truc, un truc que je voudrais pas lui dire non plus, d'ailleurs. Voilà. Attention, ça va se répéter, hein. Non, mais mais Jérusalem, c'est quand même, c'est pas un bouquin très accessible, hein. Ah non, c'est pas la meilleure porte d'entrée pour Moore. En plus, c'est déjà un remake de La Voix du Feu qu'il avait fait avant, mais bref, peu importe. Donc vas-y, continue.
Sinon, Arnaud, j'ai compris les goûts de Corentin, moi, mais toi, je n'ai pas compris. Tu aimes quoi? Alors, le cul et la violence. Il me semblait que c'était assez clair quand même, de façon générale. Non, mais pas que. Tu te caricatures. Bah oui, je préfère me caricaturer pour après qu'on puisse aller dans les nuances, mais parce que d'ailleurs c'est même bizarre parce que l'horreur. Pas que la non, mais tous les genres, mais tout le genre et l'imaginaire en tant que tel. Dès que ça devient bizarre, moi ça me plaît. Donc oui, l'horreur, clairement, j'ai des registres de prédilection où l'horreur domine sur beaucoup de choses. Les monstres aussi, enfin, mais après tout ce qui est vraiment imaginaire. Très anormaux aussi, t'aimes bien. Ouais, mais couteaux en sperme et tout. Oui. Voilà. Oui, c'est une référence à un vrai comics. Hein, une vraie BD qui s'appelle Démon de Jason Shiga, qui est assez incroyable. Il a pas vraiment fabriqué un couteau en sperme chez lui, je vous rassure. Mais il y a vraiment plein de trucs que j'aime. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai un rapport, en fait, ce que j'aime bien dire en général, c'est qu'à mon sens, on a peut-être souvent deux façons de percevoir, en fait, des œuvres, soit de façon cérébrale, soit viscérale, c'est-à-dire plus sur vraiment si ça te fait réfléchir, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta réflexion et tout ça, ou qu'est-ce que ça te fait ressentir. Moi, je suis vachement dans l'émotion, je suis beaucoup plus dans l'émotion qu'autre chose. Et donc, en fait, il y a une époque où je regardais que des films d'horreur ou que des trucs très violents, que des polars, que des films d'action et tout ça, en me disant que le reste m'intéressait pas forcément. Puis après, j'ai vu d'autres films plus tranches de vie, beaucoup plus terre à terre et tout ça, mais qui m'ont transporté en termes d'émotion parce que c'était trop bien. Et moi, j'ai toujours, alors que je détestais Adam Driver, parce que je l'avais vu que dans les Star Wars et que je trouvais vraiment son personnage de Kylo Ren insupportable avec sa tête là. Et puis il avait fait un film qui s'appelle, je crois, Pattinson ou un truc comme ça. Patterson, ouais, où c'est en fait juste une semaine dans la vie d'un facteur, quoi. Et c'était trop bien. C'était génial, trop bien, alors que c'est vraiment aux antipodes. Et de toute façon, moi, je suis quand même assez curieux de façon générale. Donc, sur énormément de secteurs, en fait, il y a plein de choses que j'aime, en fait. C'est ça, c'est peut-être difficile de mettre tous mes goûts dans des cases. Cite trois œuvres référentes ultimes pour toi. Comme ça, les gens se font une idée. En termes de BD ou en termes de, c'est trop difficile, tu vois. Il y a tellement de trucs. En termes de BD. En termes de BD. I Kill Giants, tu vois. Oui. Ça c'est l'émotionnel. En plus, les trucs très, mais l'émotionnel et même le très récent, le It's Lonely aussi, je trouve que c'est à la fois émotionnel, mais même sur la structure, sur la narration, je trouve ça taré. Et puis, Ultra Méga. Non, mais tu vois, c'est un truc, j'en parle pas souvent, mais Is de Masakazu Katsura, c'est 15 tomes c'est de la romance. Alors il y a un côté un petit peu ecchi par moment parce que c'est des ados adultes, donc il y a un peu de coquinerie, quoi. Mais concrètement, en fait, c'est la première œuvre de Katsura quand il l'a fait, qui était vraiment que terre à terre, parce qu'avant il avait fait Video Girl Eye ou The Night Twice, en fait, qui étaient des trucs avec souvent de la romance, de l'amour, mais aussi une partie fantastique très prononcée. Et là, c'était vraiment une BD où c'était que de la romance, vraiment. C'est juste une histoire d'amour entre un gars qui aime une meuf et la meuf qui aime aussi ce gars, et ils arrivent pas à se dire, et du coup, il y a des quiproquos dans tous les sens et tout ça. C'est tellement bien gratté, c'est un truc de ouf, et c'est un manga, du coup, mais que j'adore, tu vois, et que celui-là, je sais que je peux le relire sans problème, et que je garde mes éditions précieusement, parce que vraiment ça, alors que quand tu vois tous les autres trucs que je lis de façon plus générale, tu te dis pas un moment, enfin, tu pourrais dire, ouais, c'est parce qu'il y a des meufs un peu, c'est parce qu'il y a des filles toutes nues. Alors, oui. Ça, c'est l'argument qui le fait entrer dans l'univers, et après, plus tard. C'est ça, voilà. Mais non, en plus, je savais même pas, c'est juste, on m'avait dit, parce que j'avais lu les autres trucs, j'avais eu DNA notamment, qui était un gros rip-off de Dragon Ball sur le design des personnages, tu vois. Mais bref, il y a des auteurs comme ça que j'adore. La quête de l'oiseau du temps aussi, c'est un truc qui m'a défini clairement aussi, dans mes lectures. Enfin, voilà. Mais moi, j'aime plein de trucs, quoi, en fait. Ouais. Peut-être pour ça que c'est compliqué, mais après je pense que Corentin c'est pareil aussi. Donc c'est marrant, après Corentin c'était plus facile de caricaturer dans le truc très cérébral, voilà, très cérébral, tu vois. Voilà, mais moi j'ai des trucs débiles, voilà. Ouais. Je suis le cerveau, il est le cœur. Ensuite, il a une dernière question après avoir. Je dis pas du tout, j'adore. Oui, t'es le cerveau, c'est bien. C'est lui qui a un doctorat. J'ai toujours, oui, mais c'est pas la même chose. Moi, c'est un doctorat très technique, en fait, pas philosophique, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, une dernière question, parce qu'il avait écouté l'interview de Willow Wilson. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures des 10 là qu'on aura fait cette année. Je trouve qu'elle a une voix un peu masculine en France, par contre.
Oui, du coup, par rapport au doublage, ouais, c'est sûr. Je disais le truc sur c'était dit trop horrible de faire. Bon, Corentin, pour ça là, tu le doubles avec oui, alors, ouais, c'est ça. Voilà. Au secours. Le truc, ça aurait été marrant. Le truc infernal. Moi, je t'avais dit pour Jeff Lemire, je voulais prendre l'accent canadien. Oui, c'est ça, oui. We are not bad, c'est-à-dire que Sweet Tooth. Je pense pas que j'ai des problèmes avec les thématiques familiales. C'est juste que c'est un format d'histoire qui permet de s'attacher à plein de choses. C'est comme ça. Au secours. Franchement, demandez-le dans les commentaires, on fait tout le podcast avec cette voix-là. Alors non, je refuse. Donc, par contre, la question c'est, je suis inquiet du devenir du comics, comme J. Willow Wilson l'a dit, c'est la fin d'un cycle, elle semble optimiste pour la suite, perso, je ne vois pas le rebond. D'après vous, d'où viendra la nouvelle lumière, le truc qui déchire? Bon, d'ailleurs, déjà, il y a plusieurs choses là, parce que en fait, on parle de comics, nous, depuis la France. Aux États-Unis, comics, c'est les comics, c'est la bande dessinée. Si on veut parler de la BD, la BD qui est produite aux États-Unis, le truc qui déchire, alors chez les super-héros, ça peut prendre des tonnes de formes, évidemment. Pour le marché en général, moi, je pense que, à défaut de faire des grosses ventes, il va y avoir un sillage culturel qui va être créé par la deuxième explosion du marché indépendant post-année 2010, et tous les adolescents qui ont pu grandir avec ces œuvres-là, ou qui ont pu découvrir aussi les adaptations qui vont avec. De la même façon qu'Hollywood, justement, est passé, en fait, d'un format où il ne s'intéressait que aux comics de super-héros, avec quelques exceptions près, comme The Mask, Time Cop et tout, à des produits qui vont chercher dans le marché indépendant. À côté de ça, il faut se rappeler qu'il y a un format de littérature qu'on va caricaturer en disant féminine, qui passe par des romans graphiques plus tranches de vie, plus humoristiques, qui font des cartons de vente largement supérieurs à ce que nous on qualifie comme le comics très traditionnel. Pareil pour les comics jeunesse, pareil pour le webtoon. Et tout ça, en fait, fait une sorte de grand magma qui est compliqué de déchiffrer au présent, parce qu'on a le nez dessus tous les jours, et donc on a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Moi, je dirais, si on parle juste de Marvel et DC, à mon sens, il faut plus de Black Label, il faut plus d'albums, il faut plus de logique auto-contenu, et il faut, petit à petit, c'est malheureux, parce que là, tu vois, récemment, j'ai chanté les louanges de Ultimate Invasion et de l'intérêt de la continuité, etc. Ouais, parce que là, t'es en train de dire, il faut moins de comics, en fait. Non, mais il faut plus de place, il faut un meilleur équilibre. Je pense que si Marvel et DC veulent contenir, en fait, l'effet d'érosion qui est en train d'arriver en ce moment, l'effet de cycle, il faut réduire la voilure. Enfin, il faut simplement réduire la voilure, arrêter de produire tout et n'importe quoi pour le plaisir de produire tout et n'importe quoi. Là, il y a la série de Spurrier. Nightcrawler Spider-Man, Uncanny Spider-Man. Voilà, ça sert à rien du tout de faire ça. C'est pas bien, c'est pas utile. Les fans de Nightcrawler, ils vont me dire, mais si, c'est vachement bien dans son évolution, etc. Ils auront raison. Mais ça, c'est justement, c'est cibler cette niche-là, en fait. C'est pas comme ça que tu fais évoluer le marché. Je pense que les super-héros se sont recentrés sur une base de fans fidèles. Et Marvel, justement, a trop fait les poches de cette base, et en montant les prix, et en multipliant les events, et en multipliant les variantes, etc., etc. Alors que DC a eu l'intelligence, à la fois avec les comics Walmart et à la fois avec le Black Label, de se dire, ok, si on essayait de chasser un peu ailleurs, et si on essayait d'aller prendre le trentenaire qui s'est désintéressé des comics parce que voilà, on lui vend des formats adultes pour lui, ou le gamin qui passe devant le stand et qui va dire à sa maman, regarde, le comics il est caddie de la 4 balles et il y a 120 pages dedans, tu vois. Pour le coup, le Walmart, ça a pas tenu non plus super longtemps. Non, ça a pas tenu, mais l'idée était bonne, tu vois. Et c'est plus ça. Après, si on veut parler du genre de l'histoire elle-même, là, je sais pas du tout. Enfin, je suis pas scénariste, je sais pas quelle va être la grande révolution artistique des prochaines années. À mon avis, il y en aura pas. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être activé maintenant, quoi. En fait, mais c'est marrant parce qu'on enregistre au moment où techniquement il y a un nouvel univers Ultimate qui doit être lancé chez Marvel, et à mon sens, en fait, ce qui manque, c'est une prise de risque. Parce que je sais pas si c'est une question de remettre les statu quo en question, si c'est une question de chambouler de nouveau les continuités, parce qu'en fait on le sait maintenant aussi aujourd'hui que les reboots et relaunch en fait c'est factice, quoi, ça marche bien pas, sûr. C'est pas l'intérêt, même l'ère du pas ça. Est factice. Je veux dire, on aurait beau refaire un reboot, une table rase dès demain, on remet tout à zéro et on refait tout du début tout vraiment du début. En fait, les mêmes questions se poseront dans 5 ans, parce qu'on dira toujours, oui, mais moi, je viens d'arriver. Donc, en fait, c'est, justement, en fait, je pense qu'il y a une industrie qui s'est perdue, en fait, dans ces pratiques, on va dire, édito-commerciales, qui font qu'on en a oublié la façon dont les comics sont censés être appréhendés. En fait, pour moi, limite, c'est peut-être repenser le structure narratif. C'est-à-dire que, au lieu de toujours penser en des arcs de 5 numéros, oui,
pourquoi on le fait pas une méthode d'écriture où chaque numéro présente quelque chose de globalement autocontenu qui fait que réellement tu peux venir dans une série à n'importe quel numéro. Alors après c'est toujours plus ou moins vrai, mais là disons que clairement y a un souci de prise, enfin de perception du public qui est persuadé que tu peux prendre que le numéro 1, mais en fait il faut, moi je pense vraiment que et ça rejoint un peu ce que Todd McFarlane disait dans l'interview, tu vois, c'est que cette obsession qu'on a avec les numéros 1, cette façon en plus dont on a souvent cette comparaison en disant oui mais le manga c'est plus simple parce qu'il y a un tome 1 et tu commences au tome 1, ce qui est pas fondamentalement faux mais qui est pas non plus une vérité absolue puisque en fait le comic c'est pensé pour que effectivement tu n'aies pas à prendre un numéro, enfin que tu n'aies pas à prendre le numéro 1 pour démarrer une histoire. Je veux dire, Batman Year One techniquement c'est le Batman, je sais plus si ça c'est que 400 ou 600 un truc comme ça. Voilà, tu vois, c'est et personne aujourd'hui ne se dit ah mais du coup non, faut que j'aille lire d'autres. Non, parce que c'était présenté comme ça. Mais parce qu'à l'époque, il y avait pas le manga pour offrir une sorte de point de comparaison. Et tu vois, et c'est l'évolution des pratiques, en fait, qui pose problème. Ouais. Et aussi le fait que parce que tu vois, je suis d'accord avec toi, être numéro 1, mais par exemple, je sais pas, je faisais des recherches pour un article récemment où je cherchais dans quel numéro était apparu tel personnage, donc Marvel Wikia, machin et tout. Et là, c'était, je sais plus, Daredevil 6 ou quoi. Et en fait, tu fais tes recherches et tu vois qu'il y a eu, alors Daredevil, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu vois qu'il y a eu genre 3 ou 4 Daredevil 1 en l'espace de 10 ans. Ce qui, du coup, en fait, rend le truc encore plus confus. Tu dis aux gens, comment tu commences Daredevil? Bah, commence par la série de Mark Waid, par exemple. Ah, c'est Daredevil 1, mais c'est lequel? Est-ce que c'est celui qui vient après ou avant? Bah, tu vois, on en est à noter les années des Daredevil 1 pour pouvoir se distinguer les Daredevil 1 des Daredevil 1, tu vois. Et ça, par exemple, je trouve que c'est le vase de Soissons qui a été cassé par les New 52, où justement, en fait, à une époque, personne ne se posait ces questions-là. Tout le monde se dit, enfin, si, il y a eu des volumes Marvel, il y en a eu plein, mais tout le monde se disait juste, bah, Batman, tu le prends en cours de route, et si ça te plaît, tu continues, sinon tu ne continues pas. Et en fait, après, les gens ont commencé à réclamer des numéros 1, et les éditeurs ont commencé à voir que ça prenait bien dans les ventes pendant un numéro, et c'est exactement celui de Todd McFarlane. Mais après ce numéro 1, en fait, qui soit va être acheté par les collectionneurs, soit par les curieux, l'attrition continue, et elle continue, et elle continue. Donc à mon avis, c'est pour ça que moi je reviens, il faudrait plus d'albums, en fait. La logique des Earth One, je sais qu'elle a pas pris, et c'est dommage, mais qu'est-ce qui fait que, effectivement, un manga est peut-être plus perméable? Parce que, bah, t'as un tome 1, un tome 2, un tome 3, t'as 15 tomes, t'as des séries complètes. Tu pourrais très bien imaginer que, je ne sais pas, pour des personnages qui sont tombés en désuétude, par exemple, comme ça avait été le cas avec Vertigo à une époque, où ils ont pris beaucoup de personnages qui étaient tombés dans le domaine public, parce qu'on se rappelle, c'est pas le personnage d'intérêt qui est intéressant, c'est l'équipe créative. Imaginons qu'on se dise, bah, on va reprendre Kill Eternity au présent. On fait un tome 1 roman graphique, on prévoit une série en 5 tomes avec une équipe créative de ouf. Et ben voilà, ça pourrait même plaire à des gens qui ne sont pas fans de super-héros mensuels, tu vois, qui pourraient éventuellement s'y intéresser. Ça, je pense que ce serait une solution intéressante. Parce que, à mon avis, en fait, c'est pas que c'est trop tard pour réintéresser les gens au kiosque. C'est que les éditeurs se sont mis eux-mêmes dans la merde, en fait. Ils se sont mis dans une turbine de relaunch, qui fait qu'en fait, c'est vraiment devenu un loisir de niche, qui a l'air ultra hostile. En plus, faut considérer que, à l'époque de Batman, Detective Comics et compagnie, enfin, à l'époque de Year One, les gamins, ils lisaient tous du comics parce que, bah, il y avait pas de manga, il y avait pas de jeux vidéo. Enfin, si, ça existait, mais c'était pas, il y avait pas une accessibilité à autant de loisirs. Tu vois, il y avait pas Netflix, il y avait pas TikTok, il y avait pas, genre, tous ces trucs qui bouffent le temps de cerveau des gens, en fait. Et que, bah, la BD, dans tout ce truc-là, en fait, tu fais des calculs rationnels. Tu vois, si, effectivement, t'as 12 heures dans une journée pour te faire un loisir, par exemple, le jeu vidéo, c'est extrêmement chronophage. Il y a des jeux vidéo qui n'ont pas de fin, qui sont juste pensés multi, comme Fortnite ou League of Legends ou les trucs plus récents. C'est ça, au fait, qui occupe le temps généralement des enfants sur les loisirs. La bande dessinée, enfin des adolescents. La bande dessinée elle-même. Mais on le voit, même beaucoup de nos auditeurs, j'ai repéré ça au fil des années. Ils disent, ah, ce serait bien sur tel jeu vidéo pour machin, sur tel jeu vidéo pour machin, etc. Beaucoup de gens qui attendent les prochains jeux Batman, des gens qui attendent les prochains jeux machin, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même au niveau du calcul juste industriel, tout le monde se dit qu'en fait, les jeux vidéo, c'est un loisir qui est plus engageant. Parce que c'est le loisir de notre génération, on est né avec, tout ce qui apparaît nouveau, on se l'approprie, il n'y a pas eu des grands médias qui sont arrivés pour dire, voilà ce qui est d'un bon jeu vidéo, un mauvais jeu vidéo. Alors que la BD, bah, c'est un art à papa aussi, quelque part, tu vois. Et pour les jeunes générations qui sont arrivées, bah, c'était évidemment plus intéressant de voir tous ces jeunes de leur âge qui commençaient à devenir influenceurs, qui leur parlaient de jeux vidéo, qui leur parlaient de Japanimation, parce que c'est un truc qui se sont appropriés. Tu vois, c'est un média qui se sont appropriés. Et donc, je pense que ça, c'est un truc qui joue contre les comics aussi. C'est un média d'un autre temps, quelque part, les comics. Et ces pratiques sont aussi d'un autre temps. Le single mensuel, faudrait qu'on en parle avec des comic shops américains, en fait, pour voir s'ils ont encore beaucoup de jeunes qui viennent ou si c'est la même base qui reste là depuis 15 ans, tu vois.
Non, mais parce que je pense que la démographie doit être la même que par ici, c'est-à-dire que les ados lisent du manga et que les adultes après se recentrent, se mettent un peu plus aux comics, quoi. Tu vois, je pense que c'est des dynamiques qui doivent être relativement similaires, mais par contre, le truc, c'est qu'il y a souvent quand il y a ces discussions, tu t'aperçois que beaucoup de gens en fait demandent, à ce que le comics, en tout cas pour le comics mainstream, perde en fait tout ce qui fait tout ce qui fait le qualificatif du modèle existant. Et à mon sens, le truc, c'est que c'est pas la solution déjà. Je pense qu'il y a quand même un problème de surproduction, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut réduire la production de façon générale, notamment sur le mainstream. Sur l'indé, c'est plus compliqué, mais bon. Il y a aussi des trucs achetés. Oui, mais après, mais les gens ils veulent créer. Tu vas pas empêcher. C'est dur de se dire aux gens non, mais arrêtez de créer. Mais en tout cas, pour une boîte qui fait que exploiter un catalogue de personnages et parfois surexploiter, je pense qu'effectivement il y a moyen de réduire la voilure. Par contre, ce qui est marrant, ce que je me dis aussi par rapport au Salut, c'est que on voit que les adaptations n'ont pas drivé non plus les gens dans les comic shops quand elles étaient de bonne qualité, c'est-à-dire quand dans l'ère prime de Marvel Studios, donc de 2008 à 2019, clairement, quand ça a été vraiment la force motrice hollywoodienne et pop culturelle, ça n'a pas non plus multiplié par 10 les ventes de comics. Ouais. Là, on est dans une phase de creux, clairement, sur lequel donc Marvel trébuche joyeusement, clairement, et trébuche à pieds joints, et DC, s'est complètement cassé la gueule et dit « Je vais me relever, attendez, dans 2 ans ». Clairement, là, les comics ont même plus besoin, non pas qu'il l'ait eu avant, mais ont pas du tout besoin de se greffer à quoi que ce soit sur l'agenda multimédia de ces gros groupes. Et je pense que ce serait vraiment l'occasion, vu que plus personne s'en fout, de tester d'autres trucs vraiment. Et là, et encore, DC, je trouve qu'avec Dawn of DC, il y a des choses qui sont faites. Clairement. Je trouve que là, il faudra qu'on en reparle dans le prochain front page, mais le fait de reprendre le concept un auteur sur plusieurs numéros de Action Comics, tu vois, mais en fait là ils le font juste pour l'année. Je pense qu'ils devraient juste le faire de façon générale et que ça devienne le standard. C'est-à-dire, mais en fait les auteurs se sont toujours relayés sur ces séries, donc faut juste réinculquer ça de façon normale. Marvel clairement par contre a vraiment des problèmes juste d'inventivité en fait dans leurs intrigues, juste d'arrêter de faire tourner en rond leurs personnages dans des histoires, surtout sur les têtes d'affiche, qui sont quand même assez vides de sens. Spider-Man, c'est quand même, je trouve que c'est... Spider-Man, pour moi, c'est le stigmate le plus évident du problème qu'il y a dans l'industrie mainstream actuellement. Ouais, clairement. Et remarque, tu vois, Thor, par exemple, Alley Wing, avant ça Donny Cates, avant ça Jason Aaron, tu vois, c'est une tête d'affiche, mais ils font un soin. Alors, je sais pas qui est l'éditeur de Thor. Ils font un soin qui est supérieur à ce qui est fait. C'est Will Moss, il me semble. Et ça, c'est pareil, cette vieille garde, les Brevoort, les Niclo, même les Cebulski. Mais Brevoort, il est bon, Oui, Brevoort, il est bon. Mais c'est pas la question. C'est des éditeurs qui, pareil, sont d'un autre temps. En fait, on a l'impression qu'on s'est pas réengagé sur le côté comment est-ce qu'on solutionne les comics. Les réponses que eux, ils ont trouvées, c'est, on va multiplier, on va augmenter les prix pour augmenter la courbe de croissance, on va augmenter les variantes, la quantité, etc. Parce qu'on ne sait pas comment parler à un autre lectorat. Je pense que cette vieille garde éditoriale, en fait, n'arrive pas à réfléchir à ces solutions, qui sont comment est-ce qu'on réintéresse les gens, parce que eux, ils ont toujours connu que ce modèle-là, et ils trouvent pas de nouvelles idées pour varier la formule, quoi. Et pour passer à la question suivante, juste qu'à mon sens aussi, en termes de salut, ce qu'il faut, déjà, c'est aussi juste que les studios qui ont décidé d'être les représentants auprès du grand public de ces univers, en fait, doivent être forts, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des propositions fortes, donc en termes de ciné. Donc c'est pour ça que moi j'attends énormément de ce que va faire James Gunn, et aussi de comment Marvel Studios va pouvoir se relever. Et parce que, mais après, sur le seul plan de l'industrie, il faut juste avoir 2 big two qui soient forts. Le fait c'est que DC, SK, ça reste le challenger, mais Marvel, en fait, vu que Marvel est quand même pas d'un point de vue créatif une vraie force de proposition à mon sens, en fait ça je pense que toute l'industrie en pâtit, parce que si t'as pas 2 big two qui sont forts, les gens vont pas venir dans les comic shops. Bien et sûr. Par ricochet ça va être au détriment de tout le reste aussi. Et en plus, si je peux juste dire un truc là-dessus, comme je vous ai dit, on a été récemment, je vous ai dit dans les front pages, on a été récemment à Disneyland avec Océane. Moi, c'est un truc qui est parce que les gens ne me croient pas quand je dis ça. Je dis, pour moi, les adaptations font du mal aux comics parce que du coup, les gens ont leur dose de super-héros via le cinéma. Ça, c'est un constat. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est juste, voilà, on n'a plus besoin des comics à partir du moment où Marvel Studios sortait 3 films par an, 2 séries par an. Et quand vous arrivez à Walt Disney Studios, où vous avez un land Avengers, machin,
il n'y a pas un truc de comics Marvel dedans. Il n'y a pas un truc qui fait Marvel Comics. Vous arrivez, le land, c'est les décors de Marvel Studios, c'est les films de Marvel Studios, les visuels qui sont proposés, c'est les acteurs de Marvel Studios qu'on a mis sur des photos comme Tom Holland, les musiques de Marvel Studios, etc. Enfin, il n'y a pas un broc de trucs qui fait comics, à tel point que dans l'attraction Web Slingers, quand vous en sortez, attraction qui d'ailleurs refait tout reposer sur le fait que Peter Parker est disciple de Tony Stark, qui bosse à la Stark Foundation et compagnie. Vous en sortez, vous avez la boutique, vous avez du merch, vous n'avez pas du merch Marvel, vous avez du merch de l'attraction. Il y a un coin d'une étagère avec 3 comics Spider-Man, qui sont le Spider-Man de Abraham Spicoli, parce que Abraham et compagnie, le Marvels, alors ça, étonnant, parce que Alex Ross probablement, et qui a fait une partie des illustrations de l'hôtel Marvel. Oui, bien sûr. Oui. Et un autre truc, je crois pareil, un Quapel, un truc comme ça, tu vois. C'est d'une tristesse. En fait, vraiment, ça y est, les groupes qui possèdent ces entreprises. Même la boutique de l'hôtel Marvel, quand tu regardes les BD qu'il y a, après, c'est pas. Elles vendent du merch hôtel Marvel, elles vendent pas du merch Marvel. Oui, c'est peut-être pas le but, mais c'est vrai que c'est dommage quand même de pas avoir plus de références. Mais bien sûr. Puis, moi, je vois, c'est pour ça. Il faut considérer l'idée, en fait, que Marvel a pas acheté Marvel Comics pour faire Disney a pas acheté Marvel Comics pour faire, Marvel Entertainment, pour faire des bouquins. Vraiment rien à foutre. Eux, le but, c'est les personnages sont vendeurs. Ça a prouvé sa valeur auprès d'un lectorat qui a donc un échantillon laboratoire test. Et c'est pareil pour les BD. Je veux dire, regarde, les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, ils étaient très récents quand ils ont fait le film, tu vois. 6 ans. Ils avaient prouvé leur valeur. Et c'est ça qui les intéresse. Moi, l'espoir, justement, comme tu dis, c'est James Gunn qui va te parler directement de comics quand il te présente un film. Et ne serait-ce que... Ça, déjà, c'est rassurant. Par contre, Marvel, pour moi, c'est foutu. Ils en ont rien à foutre des BD. Enfin, ils Disney, l'ont prouvé, quoi. point. Disney, oui, ils en ont rien à foutre des BD, point. C'est terminé. Maintenant, il faut changer de braquet. S'ils veulent vendre des comics, c'est facile pour Disney de vendre n'importe quoi. C'est le plus gros groupe culturel, mes genoux au monde. S'ils veulent faire de la vente de comics, s'ils veulent faire des attractions qui font comics, ils peuvent le faire. Ils ont pas envie. Voilà. Ils ont pas envie de faire de l'animation non plus. Enfin, ils ont envie de juste vendre des putains de trucs de merde avec des acteurs dans des cosplays ridicules, dans les films pourris et que tout le monde a oublié au bout de 2 semaines. Donc voilà, enfin, bold ça marche, statement, tant mieux pour eux. Ça n'a pas été comme ça tout le temps. Non, mais moi, tu vois, je trouve ça. Il y a rien qui me touche plus de voir un gamin justement à Disneyland qui porte une grenouillère Iron Man ou un petit masque de Hulk, tu vois. Je suis trop charmé. Je me dis putain, le gamin il grandit avec des codes culturels que moi j'ai et justement quand nous on était petits, c'était plus Dragon Ball et le Club Dorothée. Sauf que toi, t'es le genre de mec qui va aller voir le petit gamin, tu fais ah ouais, t'as une grenouillère Iron Man. Ouais. Et c'était quoi le super vilain? C'est quoi le nom du run de Warren Ellis? Ouais. Extrémiste? Non, c'est pas une plante. Bref, mais tu vois, voilà, C'était quelle armure marque il avait dans Iron Man 456 172? Ce que je veux dire, c'est que tu vois, à la fois ça me touche et à la fois le regard qu'on a sur le truc est pas du tout le même en fait. Oui, mais parce que t'as 30 ans. De la vie, il va voir une putain de BD. Bah, tu sais pas. Bah si, je sais, tu sais aussi. Les gamins sont curieux. Non, après faut que les parents soient curieux aussi quoi. Là pour combien de gens ont grandi avec TMNT sont convertis vraiment en lecteurs de comics derrière? Enfin, 10%, 5%, 2%. Enfin, je veux dire, la série Tortue Ninja à une époque c'était un phénomène. Toute la génération qu'on est actuellement a été élevée avec. Combien de ventes ils font chez IDW, combien de ventes ils font chez iComics? Enfin, c'est ridicule. Donc à un moment donné, faut peut-être qu'on arrête juste d'attendre les studios. Les idées elles sont à trouver. Regarde, Christian Ward on en parlait et d'ailleurs J. Willow Wilson en parlait. C'est un artiste, son travail ne ressemble pas à du manga, ne ressemble pas à du franco-belge. C'est un génie du numérique. Il y a une école entière de dessinateurs comme ça, qui peuvent proposer des BD qu'on n'a jamais vus avant, comme ça, avec ce style-là. Il faut aller les chercher, il faut les mettre dans les comics et dire, les gars, allez lire ça. Et c'est tout, voilà, c'est ce que fait Vertigo à une époque. Karen Barger, elle a pas d'un coup donné envie aux gens de s'intéresser à la magie, à l'ésotérisme et aux comics d'obscurs britanniques que personne ne connaissait aux États-Unis. Elle l'a fait parce qu'ils étaient talentueux et qu'ils amenaient un vent nouveau qui en fait a amené des gens aux comics. C'est ça le travail d'un éditeur, c'est pas juste de dire on a refait encore un event après l'event après l'event après l'event. Et ben Marvel ils ont pas envie. Donc maintenant, voilà, c'est tout. Attends qu'on parle de Blood Hunt dans le prochain front page, ça va être salé. Allez Corentin, on passe aux questions de Rojaz qui nous dit qui nous remercie pour ces 2 années de pur bonheur. Alors ça fait 3 sauf si tu ne nous écoutes que depuis 2 ans. Mais bah c'est ouais. Je ne sais pas. Ouais, merci hein. Merci Rojas. Voilà, on essaie de faire c'est pas Rojas, c'est Rojaz même parce qu'il y a un H. Rojaz, Première question, comment va First Print et comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allons-nous Arnaud? Et comment va First Print? Comment va toi?
C'est pas facile. Comment vais-je? Bah écoute, c'est pas forcément la joie en ce moment. Franchement, on a enregistré ce podcast il y a un mois, enfin pile machin par rapport à maintenant, c'est sûrement différente quoi. Bah toi pour des raisons plus perso, moi c'est juste vraiment je suis fatigué, j'ai pas eu de week-end depuis 2 semaines parce que le travail s'empile. J'ai des grosses galères de pognon. Ah ouais, mais tu sais qu'il faut, enfin. Travail sans pile. Faut un chargeur. Batterie, tu veux dire. Excellent. Ça, c'est les jeux de mots. C'est pour ça que je reste avec toi, tu sais, depuis 10 ans. Oui. C'est pour ces jeux de mots. Chaque fois, tu ravis la flamme, tu vois, à chaque fois. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est pas idéal. J'ai failli me péter une jambe le mois dernier en bossant. J'ai un déficit de sommeil assez énervé. Je me suis mis à prendre des compléments alimentaires et des vitamines depuis que je passais végétarien. J'ai pas le temps enfin, j'ai beaucoup de temps pour lire, évidemment, je suis content, mais j'ai pas beaucoup de temps pour aller au ciné, pour faire des sorties. J'ai pas fait de concert depuis un bail. Bref, je bosse beaucoup. Donc je suis pas mécontent parce que je ne déteste pas mon travail, mais je bosse beaucoup, du coup je ne pourrais pas aller à Saint-Malo cette année malheureusement malgré mes promesses. Je pourrais peut-être croiser quelques-uns d'entre vous à Paris Manga, mais du coup non, c'est pas la meilleure période, mais je touche du bois, hop. On a pu aller à Disney, là on prévoit peut-être un petit week-end à Nantes avec Océane le mois prochain. Si vous êtes dans la région, manifestez-vous, d'ailleurs on va sûrement passer voir République et Manu quand on ira. Et puis là on essaie de prévoir un peu les plans pour Noël, donc voilà, ma vie est passionnante et captivante à la fois. Arnaud? Bah pareil, hein. Très bien. Question suivante. Non, et comment va First Print? Le média va bien, se porte bien. On est sur une vitesse de croisière, je dirais. On voit aussi des choses, comment dire, par rapport à tout ce que le milieu culturel est en train de vivre, quoi. C'est-à-dire que il y a pas de croissance à proprement parler, puisque le milieu ne croît plus. De toute façon, donc ça se voit aussi un petit peu. Il y a même nous on produit un petit peu moins, mais parce qu'enfin on produit toujours beaucoup, mais effectivement par rapport aux 2 premières années, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 15 émissions par mois, on en fait que 12, tu vois. Mais c'est quand même toujours beaucoup. Après, faut dire que la 3e année de First Print, ce qui a été particulier, c'est les podcasts urbains avec le doublage et tout ça, qui est une vraie charge de travail supplémentaire. Oui. Donc forcément, c'est moi qui fais la trad et c'est Tom Taylor avec son accent et le débit qu'il a, ça a été un travail extrêmement intense. Et donc ça fait du taf en plus qui fait, parce qu'il y aura d'autres questions là-dessus par rapport à d'autres formats qu'on a mis en pause mais qui sont moins présents cette année. C'est effectivement parce que en fait on a eu cette opportunité quand même de pouvoir faire ces interviews doublées avec quelques très grands noms de l'industrie. Donc c'est assez énorme comme truc. Mais effectivement ça, comme le temps n'est pas extensible par rapport à tout le reste, ça entraîne ce que ça entraîne. Mais Cocorikiku, on peut quand même se féliciter. Cette année, on a quand même eu, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Goran Suzuka, que j'aime beaucoup. On a eu récemment McFarlane, on l'a pas eu pour First Print, mais voilà. On a pu avoir Eric Powell. Enfin, globalement, le bilan de l'année, quand même, au niveau interview, rencontre, événement, pareil, la soirée avec les lecteurs était électrice. Non, mais d'un point de vue, on est quand même content de l'année 2023. Ah non, mais bien sûr. Global, quoi. Non, mais on va faire sans fausse modestie. Enfin, le média en tant que tel est en très bonne santé par rapport à ce qui se fait en termes de. Enfin, après, forcément, moi, je suis pas objectif du tout, mais enfin. Ouais, enfin la qualité des interviews, le nombre d'invités qu'on a eu, le nombre d'interviews qui a été fait et tout ça, Carcenis c'était cette année aussi. Ouais, Carcenis c'était cette année. Non, le stand avec Comics Blog sur le Paris Fan Festival, les conférences à ce moment-là. Non, mais il y a d'un point de vue professionnel, il y a énormément de réussite et c'est ouf en vrai. Le truc c'est qu'on arrive à le faire à bout de bras et à notre petite échelle. Mais ouais, quel podcast reçoit toutes ces personnes en l'espace de 3 ans. Enfin, si on veut, là, faudrait faire la liste de tous les gens qu'on a pu interviewer en l'espace de 3 ans et même avant avec Comics Book et tout ça. Et on va lancer les thématiques. Enfin, on va relancer avec un podcast. Mais ce sera un par an, du coup. Il y a une question là-dessus sur les thématiques. On y reviendra après. Donc, non, le podcast se porte plutôt bien. Et grâce à vous, là, on le dit aussi, hein, parce que les soutiens sont quand même toujours là. Il y en a un petit peu moins qu'au début. Mais franchement, il y a quand même un bon 80% des gens qui sont restés. Et certains qui viennent se rajouter de temps en temps. Donc, c'est toujours aussi important. Merci aux fans d'Eminem. Et donc, c'est toujours important de me le rappeler. Et merci. Et bon anniversaire, Eminem, d'ailleurs. C'était il y a pas longtemps. C'était hier, ouais. Qui a 51 ans quand même. Et ça, c'est quand même ouf. Nobody want to see the grandfather rap. S'il était en France, il aurait quand même encore 13 ans à tirer avant la retraite. Hein.
Putain, t'as raison. Bon, après lui, je pense que c'est bon, il peut anticiper. Ensuite, deuxième question. Imaginons que j'ai plein d'idées de scénarios de comics, mais que je dessine aussi mal qu'une poule malade. Est-ce que vous avez des idées de livres, de sites internet, blogs, chaînes, YouTube ou autres qui me permettra de bien apprendre à dessiner au vu de matérialiser mes rêves? Voilà. Alors moi qui ai fait la piètre tentative d'apprendre à dessiner récemment, les chaînes YouTube, j'avoue, j'en connais pas. Moi, pour YouTube, je te coupe juste 2 secondes, mais non, sur YouTube, référence, là. Non, mais sur YouTube, pas pour apprendre à dessiner en tant que tel, mais pour avoir un peu juste des idées de mise en scène, de découpage et de penser comment penser un scénario. Franchement, les vidéos qu'a fait Elsa Chartier, à mon avis, te donnent quand même des bonnes bases sur comment avoir penser. Une base assez solide quand même. Non, mais c'est parce que il a lu des livres visiblement, mais c'est pour savoir comment découper. Agencer une page. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que dessiner c'est bien mais si tu fais que des pin-up et qu'il n'y a pas de mouvement, tu perds quelque chose. Donc je pense que c'est un truc en mouvement. Oui. Voilà, je pense que pour les bases de la séquentialité, c'est pas mal. Les bouquins de Scott McCloud, c'est quand même assez essentiel. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, L'Art invisible notamment, que j'ai eu la chance de lire enfin et qui est super si vous voulez faire de l'analyse aussi d'ailleurs en général de ce que vous lisez. Sinon, il y a un classique qui a été utilisé par pas mal de gens. C'est assez étonnant parce que beaucoup de gens en fait s'accordent pour dire que c'est un ouvrage assez essentiel. C'est évidemment How to Draw Comics de Marvel Way. De Buscema, avec des petits commentaires amusés de Stan Lee, qui a été la portrait de beaucoup de gens en fait au comics. C'est du comics à l'ancienne, hein, on est d'accord, c'est les structures silhouettes et compagnie. Mais moi j'avais essayé d'apprendre avec ça, et c'est vrai que j'arrivais à faire un Daredevil pas trop moche au bout de quelques semaines. Sinon, le plus simple, en fait, par quoi tout le monde commence, c'est juste de copier votre artiste préféré. N'hésitez pas à acheter des artistes edition pour voir comment vraiment réaliser le coup de crayon, etc. Ou même vous pouvez voir alors là j'ai pas de nom à vous donner, mais je sais que Jim Lee faisait ça à une époque. Il y a beaucoup d'artistes qui font du Twitch de dessin en live qui permet déjà de comprendre un peu comment est-ce que on met les éléments petit à petit, comment on fait un brouillon puis un sketch. Et pareil, il y a beaucoup aussi de pages de bonus dans pas mal d'artbooks où vous pouvez voir les premiers crayonnés. Si vous cherchez par exemple ceux de RG, c'est intéressant parce que lui, justement, il fait tous ses micro-crayonnés en arrière-plan et il agence tout autour de sa silhouette principale. Et c'est là qu'il va mettre les détails en premier et après, il va faire tout le reste. Et c'est généralement ça qu'on ignore quand on fait du dessin, c'est qu'il faut pas commencer par faire un super dessin d'un mec et après rajouter tout ce qu'il y a autour. Vous commencez par faire votre sketch et après, vous allez affiner les éléments ensuite, en fait. Ce qu'on apprend dans le très bon bouquin How to Draw Comics de Marvel Way. Sinon, moi, malheureusement, j'avoue que j'ai essayé un peu en autodidacte, mais il y a des bouquins d'art que vous pouvez acheter / emprunter en bibli. Il y a plein d'ouvrages maintenant qui sortent avec le dessin pour les nuls, le machin. Même après dessiner le manga, ça existe aussi. Hein. Oui, et puis de toute façon, je pense qu'en vrai, il y a pas de secret. La vraie clé du dessin, si tu veux apprendre à dessiner, c'est simplement d'avoir du talent, hein. Voilà. Maintenant, il y a Midjourney aujourd'hui. C'est plus la peine. Oui, c'est vrai. Non, mais par contre, non, mais justement, blague à part, c'est le travail. En fait, c'est dessiner, tu prends un carnet de feuilles et un crayon et tu dessines. La fameuse théorie des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures pour savoir faire un truc bien. Ouais, mais je pense que... Vous mettez 10 000 heures dans un dessin et vous saurez le bien le faire. Et surtout réfléchir à, aussi, parce que tu dis que tu dessines mal, enfin, tout dépend de l'appréciation de ce qu'on appelle mal ou pas dessiné, mais il y a des gens en fait qui font de la BD très bien et très lisible en fait, parce que voilà, c'est pas qu'une question de dessin, c'est de la narration séquentielle. Tu peux sans aller forcément rechercher dans le détail et tout ça. Et je trouve que, enfin, on le dit souvent, mais que Mike Mignola au final c'est un peu une forme de je trouve pas mon mot maintenant. Apothéose du concept, c'est-à-dire avec l'aplat, de fait de pas montrer, de pas dessiner, mais de passer sur les aplats en fait pour suggérer ou pour juste qu'on comprenne ce qui se passe. Mais moi je l'ai fait, bon là je l'ai complètement abandonné, mais sur mon Inktober du début du mois, où j'ai commencé à vraiment expérimenter le fait de dessiner en nombré en fait avec des aplats noirs en fait pour ne pas avoir à faire tous les détails, mais juste qu'on comprenne juste la forme du truc et ça te permet de faire des choses qui sont autrement très compliquées de façon beaucoup plus simple. Et il y a ça me rappelle toujours toutes les interviews où en fait où les artistes expliquent que en fait qu'il y a des astuces aussi pour pas se casser la tête, parce que ça reste aussi bien, comme dans tout travail, il y a des astuces à adopter. Donc c'est aussi à voir en fonction de tes forces et tes faiblesses, qu'est-ce que tu peux vraiment faire, et s'il y a quelque chose que tu peux pas faire, est-ce qu'il n'y a pas une méthode artistique autre que Midjourney du coup pour réussir en fait à représenter ce que tu as envie de représenter sans que ce soit quoi. Et le fait est que là la BD qui a gagné au FIBD l'année en début d'année, c'est la couleur des choses, non, je sais plus, le truc où c'est que des ronds et des carrés en fait, où ça a été beaucoup critiqué par pas mal de gens et par des artistes aussi, parce que sur le plan artistique, c'est effectivement tu peux dire que ça se discute quoi.
Et ouais, je voulais que tu fasses la blague, merci. Mais pour dire que voilà, il y a pas une seule façon de dessiner. En fait, il y en a tellement que en fait, c'est pas parce que tu te sens pas forcément à l'aise ou que enfin, personne te demande de faire du James Aaron, du Daniel Warren Johnson. En fait, ça c'est une école de dessin particulier. À côté, t'as des trucs beaucoup plus simples. Kanimura, putain, c'est hyper fluide, c'est hyper truc. Et pourtant, alors je dis pas que c'est simple, mais t'as une forme d'économie dans son trait qui fait que Jeff Lemire, on peut dire que Jeff Lemire c'est pas du beau dessin, tu vois. Et pourtant c'est très lisible. On peut pas le dire. Hein? On peut pas le dire, je te casse la gueule. Tu peux essayer. Retire. Tu peux essayer toujours. Mais il y a beaucoup de gens qui disent non, Jeff Lemire au dessin, j'aime pas parce beaucoup de gens qui vont dire que Tony Daniel c'est moche par exemple. Et ils auront carrément raison. Moi je suis pas d'accord pour le coup, tu vois. Mais voilà, il y a plein de trucs, donc l'important surtout c'est t'as donné quelques conseils comme ça, mais surtout c'est la pratique, je pense, qui est le mieux. Et par contre, ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller peut-être demander des conseils à des gens qui savent dessiner aussi, puisque en fait nous on n'est pas forcément les meilleurs placés pour te conseiller sur le dessin en tant que tel de façon très très pragmatique. Pour l'analyser, oui, pour le faire, c'est autre chose. Ensuite, il disait aussi cette autre question: comment fait un auteur monocompétence pour publier un comics en France ou même aux USA? Par exemple, un mec qui ne sait que dessiner ou un mec qui n'a que des idées de scénar. À mon sens, de ce que je comprends quand même, c'est que généralement, en fait, tu viens rarement soit avec des dessins sans scénar, soit avec un scénar sans dessin, puisque les éditeurs, en tout cas dans la créa en France, les éditeurs préfèrent quand même que tu viennes dans quand tu fais ton dossier de présentation, en général, t'as un pitch et t'as aussi des planches. En fait, t'as les deux. T'as rarement, sauf pour peut-être des scénaristes soit qui ont un projet hyper béton, soit qui sont déjà assez connus, dont on leur fait confiance. T'as rarement des gens qui vont venir avec un projet en disant voilà, j'ai une histoire, mais par contre graphiquement on sait absolument pas ce que ça va donner. Ce que disait Tom Taylor, c'est ce qu'a dit aussi Elsa Chartier à maintes reprises. Quand t'as déjà fait un mini comics qui montre un petit peu ce que tu vois en narration séquentielle, si t'as des dialogues, si t'as un truc qui fonctionne, qui est efficace, tu peux le présenter, tu peux le choper, comme Black Mamba avec Ramvé. Ceci étant, si tu es américain, il est aussi très facile d'aller à une Comic-Con, quelle qu'elle soit, avec tes planches sous le bras, et de les déposer chez Marvel ou chez DC. C'est comme ça qu'énormément de gens rentrent dans l'industrie. C'est comme ça que Coppel est entré dans l'industrie. Il y a aussi la solution, si t'es dessinateur, hein, la solution toute bête d'avoir un Instagram, et de suivre des artistes ou des éditeurs qui sont influents et avec qui tu pourrais travailler, d'échanger avec eux jusqu'à effectivement qu'ils te proposent un truc, ce qui est arrivé avec Joe Caissé et Quacken Duck récemment sur Junior Baker, ou ce qui est arrivé avec Todd McFarlane qui aime bien aussi scroller dans les DM des gens. Enfin, pour le refaire du travail, hein, rien de truc bizarre. Aux États-Unis, c'est quand même plus simple quand tu es juste dessinateur, parce qu'en fait, les éditeurs après eux-mêmes se chargent de faire le pairing et de te faire des rampes de lancement. Tu vas commencer par faire des one-shots ou des fill-in ou des backups, et après tu vas récupérer un titre, voilà. Il y a des concours de talent aussi. Si t'es dessinateur, il y en a plein, très régulièrement. C'est comme ça d'ailleurs que Jeff Lemire avait été repéré, hein. Il a fait des concours de talent, il avait obtenu une bourse de Eric Larsen à l'époque. Il y a beaucoup de trucs comme ça en France aussi. Pareil pour les concours d'écriture. République pourrait vous en parler, n'hésitez pas à lui poser la question, lui qui maintenant est auteur, dans le jeu vidéo certes, mais qui est auteur, graphic designer, narrative designer et tout. Lui, il a fait beaucoup de concours d'écriture, et c'est aussi comme ça que beaucoup d'éditeurs, pas forcément de comics, mais chopent un petit peu les jeunes talents. Donc c'est une des voies d'accès. Après par contre voilà, c'est taper à la porte d'une maison d'édition avec juste un pitch ou avec juste une planche et dire les gars, si vous pensez à moi si vous avez du boulot. Oui, alors surtout qu'en plus je pense pas. T'imagines avec une brioche. Non, mais tu sais ça, t'imagines la scène, c'est tac qu'est-ce que c'est? Il y a un fou là, il est avec sa brioche, il nous tape sur la porte depuis une demi-heure, ça commence à casser les pieds. Ouais, moi je veux bien la scène, genre bonjour, j'ai un pitch. Ah merci. Salut. Vous aurez pas du jus d'orange avec, s'il vous plaît? Fais péter le goûter. C'est ça. Donc voilà. À mon avis, c'est quand même beaucoup plus compliqué de rentrer dans la BD. Et si jamais j'avais un conseil à vous donner, c'est mettez beaucoup de fric à gauche avant, parce que il y a des chances que vous commenciez pas à en vivre avant 5 ou 6 ans. Oui, ou même jamais pour certains. Ou même jamais, voilà. Ça peut être un passion project. Oui, c'est un truc que parfois des gens font à côté, mais parce que t'as même des auteurs très, très connus qui font aussi d'autres activités à côté, en donnant des cours, en faisant du dessin, de l'illustration pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée en tant que telle. Sinon, vous pouvez aussi avoir un blog BD. Ça aide aussi pas mal à se faire repérer, parce que c'est aussi une sorte de carte de visite. Ouais, mais blog BD, Instagram, de toute façon, sont devenus littéralement les cartes de visite modernes pour les jeunes auteurs. Avec du bol, vous pouvez ouvrir un Patreon, un Tipeee, et là vous avez une sorte d'assise
dans le cas où ça ne marcherait pas. C'est plus difficile aussi en général. Ensuite, donc Rogias qui conclut par nous dire Team Chat nonobstant, ce qui fait qu'il est instantanément banni du public. Le meilleur, ce mec, je l'adore. Tout simplement. Merci Rogias. On passe à Louis Laporte qui nous dit pour les questions, c'est le cousin de Michel Tabouret. Voilà. Pourquoi, quel rapport entre tabouret et une porte? Bah, c'est des meubles. Une porte, c'est pas un meuble. Bah, si, c'est un meuble. C'est une porte. Mais non, par définition. Un meuble, tu peux le bouger, mobilier, ça s'appelle. Tu peux pas bouger une porte, peut-être. Tu peux ouvrir une porte. Ça n'a rien à voir. Dites-le dans les commentaires. Tu peux la soulever. Mais bien sûr que c'est moi qui vais te soulever. Mais il est fou. Donc, pour les questions. Après cette blague hilarante. Oui. Qui est un peu la marque de fabrique de ce podcast. Les questions, je dois avouer qu'il y a un format qui me manque un peu, même si je me doute que ça doit être une question de temps et que vous le développez aussi dans vos reviews audio. Y a-t-il plus de critiques écrites qui seraient prévues à l'avenir? Peut-être en plus petit format sur les sorties hebdomadaires. Point d'interrogation. Louis Laporte. La question était, la question était posée juste après qu'on avait mis le Q&A et c'était juste avant qu'on relance nos formats de Critique Express VO. Tout à fait. Donc, les Critiques Express VF vont arriver. Exactement, voilà. Donc, tout bientôt. La question, elle est vite répondue. Effectivement, on veut redévelopper ce format, enfin, y réaccorder du temps parce qu'on sait que même si on parle de ce qu'on a lu, on en place dans les articles et tout ça, c'est aussi bien d'avoir un réel support dédié. Donc, ça, on en est conscient que on ne montre pas assez peut-être, en fait, tout ce qu'on lit, non plus, et que on a aussi cette activité avec First Print et Comics Blog pour l'écrit de prescripteurs, en fait, de simplement vous tenir au courant aussi de ce qui sort et de ce qu'on a aimé, pour peu que nos avis vous intéressent, mais pour être témoin. Tiens, si vous aurez écouté le courrier des lecteurs de l'année dernière, quelqu'un réclamait déjà plus de reviews écrites et j'avais dit moi je verrais bien un format court, etc. Il a fallu 1 an pour obliger Arnaud, après main courrier de menaces et flingue sur la tempe, pour qu'il accepte. Et finalement, voilà, c'est fait. Donc, et encore, c'est que parce que t'as pris mon père en otage, quand même. Donc, oui, voilà. c'est vrai. Il est chiant, d'ailleurs. Il chiotte et tout. Les chiens font pas des chats. À ne pas refaire. Ensuite, et pour en finir, où en est le projet de live? Je crois que vous avez mentionné des plans sur Twitch ou autre. Oui, pareil, on s'en reparle l'année prochaine, du coup, a priori, c'est ça. Ça arrive. Mais enlevez le père d'Arnaud. Techniquement, laissez mon papa tranquille. Il est relou, par contre. Oui, mais laissez-le tranquille quand même. Vous mettez la télé, il fait non, pas la télé. Après, tu veux jouer aux jeux vidéo, il dit non, tu joues pas aux jeux vidéo. Tu veux boire une bière, il dit non, t'as pas encore 18 ans. Non, le relou, quoi. Franchement, c'est une vision assez proche de la réalité. Hein. Oui, je sais. Oui. C'est basé sur des faits réels. Le pauvre, s'il m'écoutait. Adrien Potin. Oui. Qui est le frère de Marcel Rumer, du coup. Ah, voilà, là, ça marche. La dernière émission. Prenez des pseudos, je vous en prie, il va faire ça à chaque fois, sinon. Ouais, alors, Vincent, pourquoi Vincent? La dernière émission avec l'asso Comics Culture Project, c'était cool. Est-ce que vous allez inviter d'autres associations qui tournent autour du comics? Le truc, c'est que moi, je n'en connais pas forcément, en réalité. Je suis pas certain qu'il en existe énormément d'autres. Après, moi, la seule asso que je connais dans ce milieu, c'est BD Ciné Goodies, qui est l'asso qui faisait vivre la Lyon Comic Gun, enfin, l'asso, pour la promotion de la culture comics à Lyon. Donc, et qui faisait notamment le salon Comic Gun. Je vous avoue qu'après, en termes d'asso, je suis pas forcément au courant. Après, vous le savez aussi que c'est un tout petit milieu, donc, DC Planète, on était une asso, quoi, mais techniquement. Ouais, enfin, c'est différent. Quoi. C'était un autre objectif. Mais d'ailleurs, ça rejoindra une autre question, d'ailleurs, qui arrivera pas dans cette émission, mais dans la Quand allez-vous revenir sur DC Planète? Non, pas celle-là, pas exactement, mais une question un petit peu par rapport, à toutes les autres personnes qui font aussi vivre le comics en France. Un des moments les plus intéressants de si vous êtes une asso, du coup, contactez-nous. Et contactez-nous aussi. Hein, si vous connaissez une asso, contactez-la, puis contactez-nous et contactez-la, contactez. Mais sinon, contactez Comics Culture Project, parce qu'a priori, ils sont quand même super motivés à faire aller dans la communauté, dans l'entraide et dans le ensemble. Un des moments les plus intéressants de l'émission en question était son propre témoignage de comment il était arrivé au comics. Que pensez-vous d'inviter des auditeurs pour avoir leur retour d'expérience, comment ils sont arrivés au comics, leur rapport avec les médias du futur et tout ça. Ça pourrait même faire l'objet d'une contrepartie Tipeee, par exemple, ou même avoir des retours lors des moments IRL en podcast. Ça sera en tout cas super plaisant à entendre perso. Alors oui, tout à fait. Le problème, c'est que, cette idée, je l'ai eu aussi, il y a déjà très très longtemps, et entre-temps, il y a un monsieur qui s'appelle G, qui a lancé un format sur sa chaîne YouTube qui s'appelle
Histoire de lecteurs de comics. Et c'est exactement ça, en fait. C'est qu'il interviewe des gens et et il parle pendant souvent 2 à 3 heures. En plus, c'est des discussions sur du très long format, où ils parlent, de leur rapport à la BD, comment ils y sont venus, de ce qu'ils aiment et tout ça. Du coup, moi, je vous avoue que j'aime pas forcément copier les gens ou lancer un truc trop similaire après. Donc, sur le coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit bon, c'est fair play. Il y a déjà quelqu'un qui a lancé quelque chose de similaire. Donc voilà. Après, c'est pas exclusif parce que dans ce même sens il y a plein d'émissions, d'autres podcasts qui font aussi des critiques de BD dans tous les sens, d'ailleurs dans tous les termes, que ce soit comics, manga et tout ça. Donc l'interview de parler de son rapport à la BD, personne n'en a l'exclusivité non plus, mais pour le coup j'y ai déjà pensé. Je l'ai pas fait parce que justement je trouvais que quelqu'un le faisait déjà et le faisait bien. Donc donc je vous invite d'ailleurs à aller regarder les vidéos. Ça, c'est la chaîne, c'est les rubriques de G, c'est histoire de fans de comics, ça s'appelle son émission. Et pour le coup, après en plus, vu qu'on a ce côté un peu parler avec les professionnels de l'industrie, en fait moi je préfère me concentrer là-dessus par rapport au temps disponible. Après on n'est pas hostile à l'idée de recevoir des auditeurs. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Comics Blog d'ailleurs, avec Yann Delon, coucou Yann Delon, et avec Guillaume. Peut-être plutôt à la limite pour des formats d'actualité. C'est vrai que personnellement, voilà, c'est... sauf si vous avez vraiment une histoire extrêmement touchante et incroyable vis-à-vis des comics, je pense que chacun a son rapport à... Je sais pas, mais ça vous intéresserait moi, de savoir comment machin des fois les comics, je sais pas, personnellement. Après, le truc, c'est que dans l'idée, c'est d'avoir aussi des invités. En tout cas, ce que fait G, c'est qu'il invite les éditeurs aussi, tu vois, il invite d'autres personnalités, donc d'autres vidéastes, mais aussi, voilà, des gens qui y travaillent pour essayer un peu de comprendre, voilà le rapport de chacun à la BD. Quand t'as invité Sigrist et qu'il racontait comment est-ce qu'il a découvert les comics, ou quand Fadiga est venu pour parler de Tortue Ninja et qu'il a raconté comment il est tombé dedans. Oui, mais après souvent on s'en rapporte à un projet professionnel dans le temps réel, tu vois, et que c'est une question qui vient dans l'introduction, enfin dans laquelle on en discute de toute façon, mais c'est pas le sujet, juste toi et la BD. Donc à voir, mais c'est vrai que, mais en plus le truc par contre quand tu parles des trucs IRL, c'est un truc aussi que j'ai eu l'envie de faire même à la soirée qu'on avait faite en septembre, c'est-à-dire d'avoir mon micro et de poser des questions avec les gens et de dire ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu dis en ce moment, est-ce que tu suis nos recos, qu'est-ce que tu voudrais de plus, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais que limite en fait peut-être pour compenser ça, ce serait plus voilà ce genre d'échange ou en salon à la limite. Ouais, en salon de se faire ce genre de choses. L'idée d'un Discord est morte et enterrée car trop chronophage. Non, je précise que je comprends, pas la peine vu vos emplois du temps très pris et si personne ne peut le faire vivre. Alors techniquement il est créé, je crois. Enfin oui, il est créé le Discord, il y a un serveur qui est créé, mais effectivement aucun temps pour pouvoir essayer de le faire vivre. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée parce que le temps que ça demande et tout ça, faut savoir que j'ai quand même fait développer un site internet pour avoir de l'interaction avec les commentaires et que Corentin n'a jamais commenté dessus en l'espace de 2 ans et demi. Non, mais je lis les commentaires. Ouais, tu parles, je suis sûr que tu lis quelques-uns. Tu lis même pas. Donc si déjà ça, en fait, l'effort minimal n'est pas fait par monsieur Corentin, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec un Discord? Eh ben, de toute façon, moi, j'y connais rien à Discord, j'ai jamais foutu les pieds de ma vie sur un Discord. Hein. Si, quand Manu m'avait invité pour faire un podcast, il fallait passer par là. En fait, ça s'apprend. Et en vrai, tu peux, mais c'est là aussi où ça commence à devenir aussi juste que d'un point de vue très pragmatique, sinon il faudra demander de l'aide à des modos, des trucs comme ça, enfin à faire. Et c'est là où ça demande juste de la gestion encore plus pour des choses qui effectivement sont peut-être pas nos axes de développement prioritaires, tu vois. Enfin moi, si tu me demandes, moi j'ai envie de le faire parce que je sais que ça a un intérêt vis-à-vis juste des liens avec la communauté, vraiment de l'interaction, parce que le problème du podcast en tant que tel, c'est que c'est quelque chose d'asynchrone en fait, on réagit pas en même temps et que je pense que c'est le seul truc qui nous manque, c'est d'avoir quelque chose de plus interactif en temps réel. Mais tant qu'à faire, je préfère développer un rendez-vous live mensuel sur YouTube ou Twitch plutôt que d'investir le temps sur un Discord. Ceci étant dit, le Discord, le serveur techniquement je l'ai créé, mais je vous avoue que j'ai pas du tout pris le temps encore de le développer parce que oui, c'est pas abandonné, mais c'est pas la priorité pour le moment. Ensuite, quels ont été pour vous les podcasts que vous avez plus kiffé faire au cours de ces 3 ans? Y a-t-il des chroniques et autres que vous auriez voulu faire mais pas pu faute de temps et de moyens? Et si c'est toujours prévu pour 2024 et plus? Les trucs qu'on n'a pas encore fait faute de temps, ils sont très nombreux. Oui. Les thématiques. Beaucoup de podcasts thématiques que je cultive en secret.
Les meilleurs souvenirs, ça c'est une question que j'aurais peut-être dû mieux préparer. J'ai beaucoup aimé faire le back issues, n'importe quoi, le off-screen sur les Éternels avec Jennifer Padjemi et Carlito Denol, alias Carl, parce que je trouve nos avis étaient intéressants, on n'est pas été juste dans la caricature de ouais, Chloé Zhao est en extérieur, du coup elle se prend pour une artiste, Terrence Malick, etc. Qui aurait, je pense, été plus le cas si Yeri m'avait été de la partie pour le coup. Parce que c'est toujours agréable d'avoir Yeri, mais c'est vrai quand il est là et l'avis sur le film est à minima mitigé, on a tendance à aller partir un peu en troll. Ce qui est rigolo, hein, c'est pour ça que vous aimez les écouter, ces podcasts, on le sait. J'ai bien aimé faire ce podcast-là, j'ai bien aimé interviewer Goran Sudjuka, même si je me rends compte que la qualité du son était pas exceptionnelle, évidemment, parce que je ne suis pas Dr S Zoom. Qu'est-ce que j'ai particulièrement apprécié comme podcast? T'as des réponses, toi? Arnaud réfléchit avec intensité, il regarde son écran avec une intensité effrayante. Bah non, mais c'est ça, mais en fait, tu me demandes de choisir entre littéralement 400 émissions. Ouais, enfin, si on va pas compter les calendriers de l'avant, quand même. Mais j'ai adoré, enfin, c'était beaucoup de travail. Par contre, le challenge d'aller trouver 24 personnes différentes et en plus de respecter la parité, d'avoir 12 nanas. Je pense qu'il parle plus de l'enregistrement lui-même, tu vois. T'as pas vécu un moment, t'as pas vécu 24 fois un moment ultra intense. Non, mais l'expérience au global était super cool. Et en vrai, non, on est le 15 octobre, enfin 18 octobre, je crois pas que j'arriverai à en refaire un cette année. Ça va être trop par rapport à ce qu'il nous reste encore à faire. Je sais pas, moi, un de mes préférés, ça reste la discussion avec Serge Lehmann, clairement, parce que c'était vraiment trop bien. C'était vraiment tellement intéressant. Mais là, parmi les interviews de cette année, dans le cadre urbain, celle de Willow, ouais. Je la trouve vraiment ouf et j'aurais pu lui tenir la jambe pendant encore une heure de plus, très clairement, mais il y avait pas le temps, et puis après, il fallait penser à la retranscription et tout ça, quoi. Mais, en fait, il y a plein, enfin, mais après, moi, je pense que ça doit sûrement être avec Karen Berger, en fait. Bah, toujours, ouais, ça reste toujours l'accomplissement ultime, on va dire. Puis, en fait, c'est même pas que c'était particulièrement, enfin, je pense pas que vous avez appris énormément de choses si vous l'avez écouté, ou peut-être que j'ai eu des commentaires retours qui me disaient que c'était pas le plus récompensant en termes d'interview, et je comprends très bien, bien sûr. Mais je sais pas, pour moi, c'est la reine des comics, tu vois. C'est la meuf qui a fait que je me suis vraiment passionné pour le support, le médium, qui a édité mes œuvres préférées, qui a fait rentrer sur le marché américain mes auteurs préférés, puis qui a connu Alan Moore et qui lui a fait la bise et tout. Donc voilà, c'est déjà un step closer to God. Mais non, ça doit être celui-là parce que elle était adorable, elle était charmée par notre côté un peu fanboy en plus. Donc c'est vraiment, c'est comme je me l'imaginais en fait. Juste une meuf bien qui fait son travail avec passion, avec intelligence, avec talent. Et déjà rien que ça, ça nourrit son homme, tu vois. On se dit qu'on n'interviewe pas que des mecs qui justement ont la prétention de révolutionner l'industrie et tout, tu vois. Il y en a qui révolutionnent l'industrie sans forcément s'en apercevoir. Donc ça, c'était super cool. En vrai, j'aurais aimé vous répondre Garth Ennis, malheureusement c'était ultra court. Et ensuite, je pense pas que ce soit l'interview dont je me souviendrai quand j'aurai 90 ans. Donc après, il y en a plein, tu vois. Même Eric Powell, c'était chouette. C'était pas incroyable, c'était chouette. Moi, d'une manière générale, j'aime bien écouter ce que les interviews qu'Arnaud produit parce que justement, j'ai pas le stress d'être en face du mec parce que je sais pas si on s'en rend bien compte, mais moi, je suis quelqu'un de très stressé, en fait. Ça a pas l'air parce qu'il y a le côté grande gueule et tout, mais en fait, moi, parler en public, je suis pas très fan. Je peux le faire en essayant de me détendre et compagnie, mais je suis pas très fan. Faire une interview, bah, si c'est un mec que j'aime bien, j'ai la pression de, encore une fois, poser des questions connes. Si c'est un mec que j'aime pas, j'ai la pression de pas savoir quoi lui dire. Donc, généralement, je préfère écouter les interviews qu'Arnaud fait. Et de ce point de vue-là, bah, mes podcasts préférés, on va dire, ça va être évidemment le Moutafoukast, quoi. J'allais y venir, ouais. C'est probablement, je pense, le travail le plus complet qui a été fait sur 619 en France. Tout support confondu, voilà, sans fausse modestie, comme tu dis. Je sais pas si je suis très d'accord avec la formulation, mais. Bah, non, après, je sais pas, parce que je connais pas tout ce qui a été fait forcément, et puis qu'on n'était pas forcément là médiatiquement depuis le tout début, puisque, au tout début, on était au lycée. Mais, oui, par contre, c'est là, parce que j'ai réfléchi à un truc, mais oui, que, sur les 3 dernières années, enfin, l'entreprise du Moutafoukast et après l'ensemble de l'accompagnement, qu'on fait sur le 619, et à titre personnel, ouais, vraiment le fait d'avoir fait, je sais plus combien d'épisodes maintenant au final sur une seule œuvre en fait, mais d'avoir à la fois pu faire un premier volume rétrospectif et maintenant de pouvoir continuer en faisant un volume en temps réel en fait, et de voir après, aucune idée de qui s'intéresse, si c'est une niche, si c'est vraiment si on perd du temps avec Run à faire ça.
mais au moins ça a le mérite d'exister. Et ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Je suis pas, enfin là, pareil, sans fausse modestie ou pas, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres personnes ou médias qui prennent le temps de faire ça pour n'importe quel type de BD qui soit, et parce que ça demande du temps, parce que ça demande juste ça en fait, et juste cette donnée elle est tellement précieuse, et parce que en plus on peut se le permettre, parce que nous on n'a pas d'impératif par rapport à ça. Je veux dire, enfin, j'ai pas besoin de faire le Mutafukas, tu vois. Par contre, j'ai eu l'envie de le faire et je me suis dégagé le temps pour le faire, mais il y a pas de boîte qui me l'a commandé, il y a pas de, d'ailleurs, même des gens qui m'ont dit que t'es bête, que j'aurais dû dire à Rutsev de le faire payer, en fait, oui, tu vois. C'est vrai que t'es bête, du coup. Bah, là-dessus, ouais, je suis peut-être pas le plus malin, mais ouais, pour le coup, c'est quand même, ça. Et puis, du coup, surtout que, non, on peut toujours pas le dire dans le podcast, mais il y a un petit bonus, on va dire, physique qui va arriver les gens qui étaient là à la soirée l'ont vu. Je me trimballe avec tous les jours maintenant. Donc. Oui, mais dans la continuité de ça, donc non, cette expérience-là, par contre, elle est vraiment ultra cool. Et sinon, du coup, la réponse la plus facile, mais elle est pas totalement fausse non plus, c'est le premier en fait, avec Mathieu Bablet, où déjà c'était la première fois qu'on allait chercher sur cette terre franco-belge, parce que c'est quand même du comics en France, on va dire. Ouais, surtout pour le coup, Bablet, Carbone, c'est pas du tout du comics pour le coup. Pas du tout. Bablet, c'est vraiment un mec exceptionnel. Moi, j'ai déjà dit, c'est mon préféré chez 619. Run, c'est le daron qui m'a élevé dans cette espèce de culture qui est devenue un genre, en fait, qui est devenu le genre 619. Mais Bablet, déjà, il a un peu dépucelé First Print en quelque sorte, et il y a rien de plus agréable que de se faire dépuceler par Mathieu Bablet, parce que il est beau pour commencer. Il a une voix douce, il te parle d'écologie comme personne, avec espoir, mais avec lucidité. Et franchement, c'était un super souvenir. Je pense que c'était le meilleur moyen de commencer cette aventure. Tu vois, justement, de dire, déjà de fédérer ce lien qu'on a créé, que tu as créé avec 619, que maintenant First Print et 619 sont des trucs qu'on va avoir plus facilement tendance à associer. Alors, c'est pas encore le cas pour tout le monde, mais et je suis désolé pour celles et ceux que ça concerne, mais voilà. Et parce que voilà, c'était un truc qui, moi, collait bien avec l'esprit du moment, mon éco-anxiété générale. Donc je le réécoute des fois encore d'ailleurs ce podcast, mais je suis toujours content. J'ai mes 2 griffes sur mon Shangri-La et mon Carbone. Donc ouais, non, voilà. Mais de manière générale, c'est toujours plus intéressant quand on n'est pas juste toi et moi à parler de trucs, parce qu'on se connaît. Plutôt, d'ailleurs, ce serait même plutôt à vous de nous dire en fait c'est quoi vraiment vos podcasts préférés. Je pense que la réponse qui va revenir le plus souvent, c'est baiser des pattes dans. Celui-là, il est culte. Ça, après, c'est un gimmick. Ça, c'est un truc qui est forcément culte. Donc, mais après, quand même que sur Super Sprint, on est 3 en vrai. Hein. Sauf qu'il y en a un qui vient que quand il a envie de faire une blague de merde, c'est tout. Oui, il vient que pour les adaptations aussi, quoi. Mais c'est pas pourtant parce que Yerim, il lit aussi des BD aussi, hein, clairement. Il pourrait sûrement venir parfois faire du. Enfin, peut-être pas sur l'actualité en temps réel, je pense pas qu'il nerdise à ce point. Non, il a d'autres trucs à foutre. Il a lu beaucoup, effectivement. Ouais, il a quand même lu. Allez, donc n'hésitez pas à nous dire plutôt, vous, quels ont été vos podcasts préférés, quels sont vos types de podcasts préférés. D'ailleurs, j'ai déjà entendu tout. Il y en a qui disent, ouais, j'adore les front pages. Il y en a qui disent, vraiment, c'est les back issues. Il y en a qui disent, c'est les thématiques. Le thématique, plutôt. Et il y en a qui disent que c'est les interviews. Donc vraiment. Si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas non plus. Non, on en a déjà 25 à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, en fait, c'est aussi, c'était le but depuis le début, c'était qu'on avait dit qu'il y aurait 5 formats différents, c'était parce qu'on voulait 5 formats pour les 5 types d'auditoires qui existent, ou peut-être qu'il y en a un peu plus, mais voilà, essayer de dire, on veut essayer vraiment de faire des podcasts, des émissions qui peuvent être écoutées par plein de gens différents, autant des gens qui veulent écouter de l'actu, autant des gens qui veulent se renseigner avant de prendre une BD, ou des gens qui veulent en savoir vraiment plus sur un truc qu'ils ont kiffé et écouter les auteurs en parler. Même s'il serait peut-être temps de remettre les omnibus en avant. Parce que même si le Muta, techniquement, est un omnibus qui ne dit pas son nom, on en a fait vraiment qu'un seul. Mais omnibus, c'est le plus compliqué à préparer, quoi. 2. On en a fait 2. C'est quoi le deuxième? Il y a Invincible. Non, mais il y a Invincible. C'est une série de Super Friends, tu vois. C'est pas genre on débat d'un sujet. Bon, ouais. Non? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des thèmes qu'on pourrait explorer. On pourrait même faire une mise à jour du podcast comics, hein. Enfin, du podcast politique. Ouais. Il y a quand même des élections qui arrivent bientôt et tout, aux États-Unis. C'est vrai les nazis vont encore gagner. C'est vrai que ça revient. Ensuite, Corentin, Max Puissant, qui est donc le cousin de Charles Faiblard. Max Puissant, c'est le nom de Homer Simpson dans un épisode des Simpsons. D'accord. C'est peut-être là que vient le pseudo. Qui nous dit pain au chocolat ou chocolatine. C'est un petit peu la question essentielle. Mais oui, voilà. Ça me fascine, cette espèce de guerre culturelle entre le Nord et le Sud. Tu sais, à une époque, la France était divisée en 2 parties. Il y avait la langue d'Oc et la langue d'Oil. Les 2 parties de la France, ou la France ancienne, entre guillemets, ne parlaient pas la même langue. À une époque, même toutes les régions ne parlaient pas les mêmes langues. C'est-à-dire que les mecs arrivaient à se détester d'un village à l'autre. Et les Bretons parlaient breton, les Normands parlaient normand, etc., etc. Les Picards parlaient picard, les Lorrains parlaient lorrain.
il y avait des stéréotypes racistes d'une région à l'autre. Aujourd'hui, tout ce qui nous reste en France là-dessus, c'est OM PSG et pain au chocolat, chocolatine. Je trouve ça incroyable. Je me suis déjà engueulé avec des potes par rapport à ça, qui ont vraiment pris le truc super au sérieux. Quoi, comment ça, tu dis pas chocolatine, mais c'est logique. Et je sais pas, en fait, moi, c'est juste, j'ai grandi à Paris, enfin, en banlieue parisienne. Tout le monde disait pain au chocolat, c'est trop tard pour me l'arracher maintenant. Accessoirement, on dit bien pain au raisin et pas résine. Donc, partant de là, je considère que j'aimerais qu'on me laisse tranquille. J'en ai marre de cette guerre culturelle. Il y a plein de diversité entre le nord et le sud en France. Trouvons un autre truc, tu vois, un truc moins lambda. Tu vois, je sais pas, à Marseille, il roule très vite, par exemple, voilà. On pourrait dire genre limite de vitesse ou pas limite de vitesse serait plus intéressant. Ou pastis 51 ou vin rouge, tu vois, j'en sais pas. Tiens Arnaud, toi qui es justement d'une région expatriée et presque en dehors de la France, d'ailleurs quasiment limite en dehors de la France, il y a une blague là-dessus dans Parlement où il y a un député qui vient d'Alsace et il dit non, moi je suis allemand. Et voilà, regarde cette série, elle est excellente. France Télévisions, Parlement, c'est vachement bien. Oui, parce qu'il vous par exemple qui dites pas un grec pour dire un grec. Non, on dit un kebab ou un youfka. Voilà, vous dites un youfka, un truc que personne d'autre ne dit. Le youfka, c'est pas le kebab. Le youfka, c'est la galette. C'est celui qui est enroulé dans la galette. Un room, en fait. Voilà. Quand on était revenu j'avais déjà raconté cette histoire, quand on était revenu du LCF avec, tu l'as déjà raconté 12 fois dans Noodle et avec Zepli, Arnaud, il avait demandé, c'était à Reims, Arnaud, il avait demandé un youfka au kebabier, et le mec l'avait dit, peut-être Strasbourg, toi. Oui. Direct. Immédiatement. Et donc, ça, vous voyez, c'est une petite guerre culturelle dont on ne parle pas assez. Est-ce que vous dites les durum? Est-ce que vous dites les youfka? Eh ben, sachez que Arnaud, il dit les youfka, et c'est un scandale. Mais toujours. Et à chaque fois, le kebabier lui dit, t'es de Strasbourg, toi. Toujours. Allez, Vincent Height qui nous pose des questions également. Que sont devenus les hashtags Arnaud Rigolo et Arnaud Relou? Alors déjà, Arnaud Relou n'a jamais existé. C'est pas Arnaud Relou. Non. C'était Corentin d'émission. Parce que il y a que toi qui lance les hashtags, donc t'aurais pas dit Arnaud Relou. Non, bah non. Mais c'était Arnaud Rigolo. Il y avait Arnaud Brume. Ça, c'est moi qui. Mais celui-là, je me rappelle plus à quoi c'est lié. Mais je sais que tu. Mais Arnaud Brume était très rigolo. Hein. Oui. Mais ils sont toujours là. Techniquement, j'ai jamais arrêté de faire des blagues. D'ailleurs, dans cette émission, vous l'avez déjà entendu avant. Oui, donc, à notre grand plaisir. Oui. Corentin d'émission a disparu parce que un jour, je crois que j'en avais ras le cul que tu fasses cette blague. Ça m'avait énervé. Je crois que j'étais pas très bien lu. Mais il y a plusieurs. Mais en fait, le problème, c'est pareil, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il y a des gens qui adorent certains types de blagues et d'autres qui en aiment pas. Donc, il y a des éditeurs français qui ont déjà écrit à Arnaud pour lui dire arrêtez de prendre l'humour en otage. C'est ça. Podcast. C'est ça. Il n'a pas du tout arrêté. Avec les blagues sur les macarons, notamment. Sur la durée, lui aussi, on verra sur la durée. Je fais ah ouais, les macarons, celle-là, je sais qu'il y en a certains qui l'avaient pris en grippe. Bien sûr. Vraiment, j'ai eu des. Là, t'as fait réapparaître les pitchs déjà. Bah là, le pitch, il est réapparu. Il y a un an qu'on utilise le mot pitch comme on devrait l'utiliser. Là, d'un coup, tu viens de refaire la blague sur les pitchs. De Pasquier. Et parce que celle-là, je trouve qu'elle est excellente, quoi. Ouais. Faut toujours s'imaginer quelqu'un avec un paquet de brioches. D'ailleurs, cette année, c'est vrai. Peut-être renouvellement de l'auditoire, mais pas eu de paquet de pitch offert au PFF ou à la soirée First Print. Et ça, c'est très bizarre quand même. C'était quoi? C'était les pitch framboises. Ça, c'est pour les très vieux fans, par contre. Ouais. Les pitch framboises, je crois, il y avait un auditeur. Il y avait quelqu'un qui nous avait ramené, il y avait quelqu'un qui nous avait ramené un paquet de pitch framboises. C'est incroyable. Que je me rappelle du contexte, c'était genre, t'avais dit, je crois qu'on avait fait un comparatif genre bien ou pas bien. Oui, c'est ça. Genre, ouais, si t'as un mec et un truc qui est pas bien, tu fais un pitch chocolat, et si t'as un autre truc, tu prends tel parfum. Non, c'était que le pitch était de plusieurs qualités. Ouais. C'est que le pitch chocolat, c'est le pitch normal, tu vois, c'est que c'est un film, c'est un truc qui peut être sympa, un projet de BD qui peut être bien, tout ça. Par contre, vraiment, si c'est un truc qui a l'air dégueulasse, c'est que c'est un pitch à l'abricot, tu vois. Parce que ça, t'avais dit abricot. Et moi, j'avais dit pourquoi abricot, etc. T'avais dit, bah, moi, j'aime bien ça, et en plus. Non, j'aime pas ça. En fait, t'avais réfléchi, t'avais dit non, j'aime pas ça. Ah non, mais en fait, moi, je préfère fraise framboise. Ouais. Et ce hors-sujet total dont tout le monde se battait les couilles m'avait fait hurler de rire. En mode genre, on s'en branle de tes goûts en pitch, mon pote. Et du coup, c'était resté comme le nouveau running gag qui avait duré bien 3-4 ans, celui-là. Hein. Ouais, et du coup, le coup du pitch framboise, c'est un classico. Faudra le faire revenir. Ensuite, peut-on avoir un rappel de toutes les... Alors ça, tu vois, la question, elle est un peu... Enfin, je sais pas si je la comprends bien. Peut-on avoir un rappel de toutes les autres émissions auxquelles vous êtes affiliés, par exemple cinéma, et voire même des conseils de podcasts que vous écoutez vous-même régulièrement sans que ce soit lié aux comics? Alors... Affiliés? On travaille que pour... En fait, c'est quoi? On est apparu? Ouais, c'est ça, plus dans lesquels on sera apparu, je pense. Ça va prendre 5 minutes quand même. Non. Bah moi, il y a une bonne partie des Lemon Adaptation Club de Océane, ma tendre femme, enfin on n'est pas que mais c'est ma femme, que j'aime d'amour, qui est le soleil de mes jours et la lune de mes nuits. Donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait quoi? Bah on a fait tous les deux, Arnaud, quand même un Land Rider avec République et JB. Moi plus que toi d'ailleurs, mais oui. On était présents tous les deux officiellement, sauf qu'Arnaud a fait que rédiger.
Sur les comics Warhammer 40 000, t'es pas, bah, il y a tous les émissions France Inter, Blockbuster, oui, évidemment. Blockbuster, je pense que, de me concernant, c'est le truc sur lequel j'ai été le plus présent. Je crois que j'ai dû en faire 5, 6, quelque chose comme ça. Bah si, Watchmen, Ghostbusters, oui. machin. Non, mais je te contredis pas. Toi, t'en as fait plus que moi, quand même, par contre. Ouais, mais parce que moi, je suis venu en parler aussi sur des sujets annexes, comme les jeux vidéo, notamment. Donc, j'avais été invité par Alexandra Ramos aussi pour faire un podcast Moon Knight. Je l'ai pas réécouté, d'ailleurs, je sais même pas si il est sorti. Oui, bien sûr. Chez Comme dans ta bulle. Comme dans ta bulle, ouais. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire d'autre? Bah, j'ai fait pas mal de trucs avec Manu aussi. Bon, on a fait ensemble Before Watchmen. Non, pas le Before Watchmen. Si, Before Watchmen sur Double the Clock, qu'on a fait ensemble. Moi, j'en ai refait un après sur les pirates dans Watchmen, donc je suis assez fier d'ailleurs. Je l'ai réécouté, il est pas mal. J'ai fait un Tales from the Sewer avec eux sur le film Tortue Ninja. Manu il m'invite constamment, il est super sympa ce mec. Après, je crois que c'est à peu près tout. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres potes qui font des podcasts? J'ai toujours pas été invité par César Bastos, pardon. Et d'ailleurs, voilà, mon conseil de podcast. Je me suis écouté récemment le Panthéon des légendes, émission donc de César Bastos qui tient le podcast Hommage collatéral, qui est un pote, un mec génial, extraordinaire et beaucoup trop cultivé et beaucoup trop humble. Et voilà, c'est un mec super, franchement, allez lui envoyer des loves. Et le Panthéon des légendes, ça raconte un petit peu les grands personnages de la culture, surtout un peu horrifiques, qui ont traversé les époques et les auteurs et les générations, comme Dracula, comme Cthulhu, comme Elric, de Ménilbonnet. Et moi qui m'intéresse un peu à tous ces personnages-là, j'ai écouté ça tranquille, en faisant mon ménage, en faisant ma vaisselle, parce que c'est très long, hein, les podcasts de Bastos, c'est prévoyez 3 heures quand même, parce que c'est long, c'est documenté, et pendant que vous l'écoutez, vous prenez des notes sur ce qu'il faut lire. À la fin, vous avez 20 bouquins. Donc c'est vachement cool, et tous les hommages collatéraux en général, je sais pas si il faut mettre au pluriel, mais voilà, c'est vachement bien. Sinon, alors je vais faire plaisir à personne, mais moi en fait j'écoute peu de podcasts, enfin pas de podcasts récents. J'écoute surtout des podcasts que j'ai déjà écoutés parce que j'ai une pulsion en fait très Madeleine de Proust. C'est-à-dire, je me suis réécouté beaucoup là récemment des podcasts de Bas Gros Point, un site qui parlait de jeux de combat que j'écoutais quand j'étais ado. Parce que je suis revenu dans une sorte de boulimie, parce que j'ai découvert qu'on pouvait émuler la Dreamcast sur smartphone, c'est incroyable mon pote. Du coup, je joue à Street Fighter 3 After Strike, Marvel vs Capcom 2, et Street Fighter Alpha 3, et du coup, ça m'a remis là-dedans, donc j'écoute ces podcasts-là, c'est pas intéressant, si vous vous intéressez pas aux jeux de combat, ne les écoutez pas, surtout. Split Screen, le podcast aussi, que je réécoute compulsivement, pareil, même si l'émission s'est arrêtée. En fait, quasiment toutes les émissions que j'aime bien se sont arrêtées. Donc malheureusement j'ai pas grand chose, j'aimerais bien faire plaisir à des potes et vous dire que j'écoute Clone Web et que j'écoute tous ces machins là, mais c'est pas le cas en fait. Généralement je préfère plutôt regarder des films ou des séries dans le métro ou lire. Mais de la même façon que très certainement que les 3/4 des gens qui font des podcasts écoutent pas les autres. Bah oui, mais en fait c'est un truc assez classique, c'est que quand t'as déjà le nez dans le guidon pour faire tes propres émissions, t'as pas forcément le temps de tout écouter. En tout cas moi sur le comics par exemple, je prends très peu le temps, je suis beaucoup ce qui se fait. Je regarde, je jette des oreilles et tout ça. Après, je peux pas dire qu'il y a des émissions des oreilles. Ouais, je jette des oreilles comme ça. Ouais. Mais je pourrais pas dire que j'écoute de façon assidue d'autres émissions chaque semaine et tout ça, quoi. Mais après, j'ai jeté une oreille à ce que faisait Comicspeak sur la sélection de comics. Pourquoi tu jettes des oreilles aux gens? Mais... C'est pas sympa, Arnaud. Elles sont à qui ces oreilles en plus? Mais je mets la mienne, je la jette à chaque fois puis je la recolle. C'est tout. Je fais économie. Mais voilà, de voir un petit peu ce que chacun fait dans ce milieu, parce que forcément j'essaie d'avoir un peu une oreille sur tout, sur ce que font donc il y a Comics Discovery, j'ai certains vidéastes aussi, j'essaie de regarder un petit peu de temps en temps ce qu'ils font. On a notamment Deviant chez qui j'étais passé dans une émission sur le marché des comics, donc j'essaie aussi de voir un petit peu les analyses pour avoir en fait surtout moi ce qui m'intéresse plus que le contenu, c'est en fait de savoir ce que les gens pensent en fait pour essayer juste d'ouvrir mes chakras et avoir en fait des opinions, en fait un maximum de recueillir des opinions comme ça de façon plus ou moins détournée pour simplement mettre à jour ce qui se dit, juste les discussions. Moi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est peut-être parce que je passe trop de temps dans les comics en fait et que quand je décroche j'ai besoin d'écouter autre chose. Si j'écoute des trucs, c'est plutôt de la marche de l'histoire, enfin le cours de l'histoire ou les vieux épisodes des chemins de la philosophie. Oui, par contre, j'avais pas fini parce que si je jette donc des oreilles sur mes camarades, sur tout le monde, toutes les personnes. Tout le monde s'en plaint d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être un bon concept de Boogeyman, ça. Par contre, en vrai, il y a celui, par contre, dans le même registre de Xavier Fournier, Aventure Fiction, qui a quand même un format c'est très écrit, de toute façon, il écrit tout ça, mais le dernier qu'il a fait, et je crois qu'on attend la dernière partie, sur le chemin de Warner DC,
depuis en fait les années 2000, c'est-à-dire avant même Man of Steel, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de trucs encore que moi je connaissais pas. Et en fait, ces 2 épisodes, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des trucs dedans qui te rappellent que Warner, en fait, Warner depuis le premier Batman de Burton, ça a toujours été un bordel, en fait. Sûr, tout le temps. Batman triomphant et tout. Le Batman de Aronofsky aussi. Et c'est ça, voilà. Par contre, podcast que j'écoute beaucoup, c'est jeux vidéo. J'écoute beaucoup d'émissions en lien avec le jeu vidéo, et 2 que j'aime vraiment, c'est Fin du Game. Je pense qu'il est peut-être un des plus connus dans le jeu vidéo, en fait, où c'est Exerve. Après c'est Game Next Door, et le 3e, je crois pas qu'il y ait d'émission à lui, donc je retiens pas le nom. Mais en gros, au moins 2 vidéastes en fait qui font aussi ce podcast où vraiment c'est que ils parlent d'un jeu du début à la fin, ils explorent tout, machin. C'est vraiment du gros débriefing de trucs, et ça c'est en fait c'est le genre de discussion que j'aime, parce que voilà, c'est du truc de 1h30, 2 heures où on aborde tous les aspects d'un jeu, et généralement en plus c'est des gens avec qui j'ai une affinité de gamer, c'est-à-dire qu'ils aiment les jeux que j'aime aussi, donc ça parle des Souls, forcément, ça parle de Bayonetta, ça parle de plein de trucs que je kiffe, et même parfois quand ça parle de trucs que je connais pas, j'aime bien juste un petit peu écouter. Et aussi dans le jeu vidéo, j'aime bien les duos de Plouf et Pseudoless qui ont chacun leur propre chaîne. Alors je trouve que Plouf j'aime un peu moins, parce que j'ai un problème vraiment juste avec l'addiction du personnage, mais Pseudoless par contre, je trouve que c'est hyper intéressant sa façon d'appréhender le jeu vidéo. Et dans la même catégorie, toujours sur le jeu vidéo, c'est Esquive la boule de feu. Ça par contre c'est du porno. Vraiment, c'est des vidéos qui peuvent parfois aller jusqu'à 3 heures d'analyse de jeux vidéo. En fait, c'est un jeu là, et vraiment c'est trop bien. Je te jure, c'est trop bien, agréable. C'est de la vidéo, mais moi je l'écoute en podcast. Vraiment, je le prends comme du podcast. Donc là, c'est vraiment 3 personnes que j'aime vraiment beaucoup écouter dans le jeu vidéo. Et après, sinon, ouais, j'avoue que j'ai très peu de temps en fait pour écouter du podcast en tant que tel, même si en général dans mes déplacements, moi je suis plus musique, quoi. Je préfère rattraper mon retard sur des groupes qui sortent des nouveaux albums et tout ça, quoi. Mais voilà, ça fait déjà pas mal. Si vous avez déjà tout noté, ça fait déjà quand même quelques heures à passer, hein. Pour placer le côté cinéma aussi, écoutez le podcast de la Directors Guild of America, le DJ podcast qui est sur Spotify. Il faut parler anglais, hein, par contre, ceci dit. Et le podcast A24 qui est pas très régulier malheureusement, mais il y a des perles à redécouvrir dans le temps, qui font en fait des interviews croisées entre 2 artistes qui font le même métier. Vous avez une interview croisée entre Michael Cera et John Hale, qui est exceptionnelle. Vous avez Daniel Lopatin et Mika Levy, 2 compositeurs, compositrices exceptionnels. L'une qui a fait la musique de Jackie de Pablo Larraín, l'autre qui a fait la musique de Uncut Gems. Des super podcasts. Il faut parler anglais, j'en ai bien conscience, c'est une difficulté pour beaucoup de gens, mais ça c'est un de mes objectifs d'ailleurs aussi, c'est de m'intéresser plus à des productions de podcasts anglophones sur la BD, par contre, vraiment, notamment. Il y a pas grand chose, hein. Ah si, franchement. Bah si, il y a Sketch notamment, t'as plusieurs médias, t'as Sketch, t'as Panel Cross Panel qui sont quand même des monuments, le Comics Journal. Ah bah non, frère. Moi j'ai essayé, je trouve ça. Ouais. Ah ouais. Bah en tout cas moi je vois. Il y a juste Cartoonist qui est faible, qui est bien, mais ils ont un matos d'enregistrement éclaté par contre, donc je préfère regarder les vidéos. Et puis, en fait ils parlent pas dans le micro. On dirait que le micro est comme ça et du coup c'est pas agréable à écouter. Ouais. Et donc podcast de Ed Piscor, Tom Shirley et l'autre Jim Rugg, qui fait l'analyse de comics à un super niveau. Ils ont des interviews exceptionnelles. Mais il faut regarder sur YouTube, ça, en fait. C'est plus intéressant. Il y a Mark Millar aussi qui fait ses propres interviews. Oui, t'as raison, c'est vrai. Il y a même Rob Liefeld qui fait du podcast aussi. Voilà. Non, il y a pas mal de trucs en fait en VO aussi. Mais après voilà, c'est une question de temps tout simplement. Et en fait, quand tu dois passer déjà beaucoup de temps à préparer tes propres podcasts, ça laisse pas forcément aussi le temps de tout suivre à côté. Même si, comme dit, moi j'essaie que j'ai au moins de me tenir au courant de tout ce qu'il se passe. Ensuite, dernière question pour cette première partie du Q&A 2023, enfin du Q&A des 3 ans. C'est Patrice Renier qui nous dit salut les mecs, ma question à la con annuelle, à quand des délocalisations de podcasts comme celle de Marseille, en Bretagne par exemple? Je crois que Patrice dit ça parce qu'il est breton. Alors déjà, la première question, est-ce que Nantes est en Bretagne? Et voilà, et là si tu réponds mal. Techniquement, je vais à Saint-Malo, il y aura des podcasts enregistrés à Saint-Malo, quoi, mais oui, dans les bars, et dans les remparts. Et au Saint-Malo. Alors, surtout dans la salle presse du festival. Ouais. Tu connais pas la chanson? Non. Parce que je fais les références régulièrement à cette chanson et tu rebondis jamais dessus, c'est peut-être parce que j'ai pas la référence. C'est pas breton, surtout. Oui, c'est le prix des Alsaciens. Pourquoi pas? En fait, faudrait qu'on y aille tous les deux, quoi.
Ça fait un bail qu'on n'a pas fait un petit voyage avec Arnaud, c'est vrai. La dernière fois, ça devait être Bordeaux. Je suis en train de me dire, en fait, ça fait un moment quand même. Hein. Bordeaux, c'était notre première année. C'était il y a 2 piges. C'était en 2021, c'est ça. Ouais. Là, j'étais chaud pour aller à Saint-Malo, évidemment, ça n'a pas pu se faire. On a été quand même merde, mais je suis con, la ville avec Manon. Oui, à Amiens. Amiens, voilà, on a été à Amiens. On n'a pas vraiment fait d'enregistrement au sens strict. Enfin, si, on en a fait un avec, tu en as fait un avec Charlie Adlard, on en a fait un autre qui, voilà. Mais ça dépend ce que t'appelles délocalisation de podcast. Est-ce que tu veux qu'on vienne te voir pour picoler? Est-ce que tu veux qu'on aille là-bas pour enregistrer un podcast avec les auditeurs du coin? Ou est-ce qu'il s'agit juste de se déplacer en France pour des salons? Après, le truc, c'est que voilà, ça, c'est un appel aux gens de façon générale, de la même façon que moi, j'avais pu me déplacer sur Metz à la fin de l'année dernière pour faire enregistrer une émission en librairie. Et il y avait aussi François de Urban Comics. C'est-à-dire, s'il y a des libraires qui veulent qu'on fasse de l'animation dans la France, ça coûte pas cher le train non plus, quoi. Donc, on peut s'arranger, quoi. Nous, en général, on ne demande pas à être payé, juste être défrayé. Et ça, en général, ça peut être sympa, quoi, de simplement de nous faire venir, parce que nous, on propose. Je pense même ma famille est à Nantes, donc c'est pas compliqué après de prendre une bagnole pour aller dans l'arrière-pays. Hein. Mais ouais, à la limite, peut-être Nantes. Du coup, ce serait probablement le plus probable, dans la mesure où on a déjà beaucoup de potes qui sont là-bas et qu'il y a des libraires comics qui sont bien, des libraires normaux qui sont bien. Sinon, il y a une petite ville, je sais pas si tu connais, comment ça s'appelle déjà, tu sais, dans le sud un peu, où il y a un truc par rapport à la BD, mais tous les ans, et souvent il fait froid, le café est pas terrible, il y a un Quick. Angoulême. Ah, c'est ça, voilà. Et c'est la ville où on descend beaucoup, où il y a des Lucky Luke aux fenêtres. Voilà. Ça, c'est un podcast qui est envisageable, par exemple. Ouais. On y va des fois. C'est ça. Très bien. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est la première partie de ce Q&A de nos 3 ans. On espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, on avait fait toutes les questions posées sur les réseaux et tout ça. Et la prochaine partie, c'est donc toutes les questions qui restent sur le site. Il y en aura encore pour une bonne paire d'heures easy, je le pense. Et donc, ça arrive tout bientôt. On vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts, et a priori, si vous écoutez cette émission, c'est que vous appréciez les podcasts, sinon c'est cool quand même, bienvenue. Mais voilà, faut partager, c'est le plus important, soutenir et tout ça. Et puis on a la page Tipeee également pour nous permettre de voir l'avenir sur le long terme. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on vous dit à tout bientôt pour le prochain podcast. Salut.